3 tirs, 30 secondes, 4 hommes morts dans la poussière de Tombstone. C'est ce qu'on murmurait à propos de Catherine Henderson, mais voici ce qu'on ignorait. Sa fille pouvait dégainer encore plus vite. Silver Creek, territoire de l'Arizona, printemps de l'année 1875. La ferme des Henderson est tranquille dans la vallée. Les poules grattent dans la cour. Le blé est doré dans la brise du matin. L'endroit a l'air assez paisible. Mais il ne l'est pas. Un nuage de poussière s'élève sur la route de l'Est. 3 cavaliers avancent lentement, délibérément. Une lenteur qui signifie qu'ils ne craignent aucune résistance. À leur tête se trouve Jake, dit le faucon, Turner, un homme qui a déjà tué pour moins que le prix d'un bon cheval. Ses éperons en argent captent la lumière du soleil tandis qu'il avance. Derrière lui, les frères Stone, Caleb et Daniel se déploient comme des loups encerclant leur proie. Et chevauchant silencieusement à l'arrière, Robert Sullivan, l'ombre, comme on l'appelle. Son manteau sombre semble absorber la lumière. Il observe tout, ne dit rien. Emma Henderson a 18 ans. Elle est dans la grange quand elle entend les bruits de Soho. Ses mains s'arrêtent en plein mouvement, le seau de grain pour les poules figé dans sa poigne. Elle connaît ce son. Les ennuis ne frappent pas à la porte à Silver Creek. Ils arrivent à cheval et prennent ce qu'ils veulent. Emma pose le seau, essuie ses mains sur sa robe de travail. Ses doigts frôlent sa hanche, par instinct, par mémoire musculaire, mais il n'y a pas de ceinturon à cet endroit. Pas encore. Elle sort au soleil juste au moment où les cavaliers s'arrêtent devant la ferme. Turner soulève son chapeau. Le geste semble poli. Il ne l'est pas. « Bonjour, mademoiselle Henderson, dit-il. Sa voix a la douceur d'un serpent qui glisse dans l'herbe. Belle journée, vous ne trouvez pas? Emma ne répond pas. Elle a appris que le silence en dit plus que les mots quand des hommes comme Turner viennent frapper à la porte. Son père sort de la grange derrière elle. Thomas Henderson a 48 ans, usé par 10 années de sécheresse et de poussière, mais sa colonne vertébrale est droite comme un piquet de clôture. Il s'essuie les mains sur un chiffon en prenant son temps. Il ne se presse pour personne. « Turner, » dit Thomas. « Ce n'est pas une salutation, juste une constatation. Monsieur Henderson. » Le sourire de Turner n'atteint pas ses yeux. « Vous avez une belle propriété ici. C'est vraiment dommage. Tous les ennuis que les gens rencontrent. Des incendies, des accidents, des choses terribles qui arrivent à de braves gens. La menace flotte dans l'air comme de la fumée. Nous ne sommes pas intéressés par la vente, dit Thomas. Sa voix est ferme. Je l'ai dit à Blackwood le mois dernier. Je vous dis la même chose aujourd'hui. Le cheval de Turner frappe le sol du sabot, un grand étalon noir à l'air méchant, assorti à son cavalier. Voyez-vous, c'est le problème avec Monsieur Blackwood, continue Turner. C'est un homme patient, mais la patience a des limites. Le territoire est en train de changer, Monsieur Henderson. Les hommes qui ne changent pas avec lui finissent souvent oubliés ou enterrés. Daniel Stone se met à rire. C'est un son hideux. Emma les observe vraiment. La façon dont la main de Turner repose nonchalamment sur son arme, la façon dont les yeux de Caleb Stone parcourent la propriété en comptant les biens, la façon dont Sullivan reste sur son cheval à l'arrière, séparé des autres, son visage est lisible. Pendant un bref instant, le regard de Sullivan croise le sien. Quelque chose vacille dans ses yeux. De la reconnaissance, un doute. Puis il détourne le regard. « Cette terre n'est pas à vendre, » répète Thomas. « Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Ma femme est enterrée sur cette propriété. Cela en fait une terre sacrée. » Le sourire de Turner disparaît enfin. « Votre femme. »« Oui. Catherine, n'est-ce pas? J'ai entendu des histoires sur elle. Certains disent que c'était une sacrée femme. » Il marque une pause, avant que la fièvre ne l'emporte, bien sûr. La main d'Emma se serre en un point sur le côté. La mention de sa mère, désinvolte, méprisante, fait naître une douleur vive et brûlante dans sa poitrine. « Vous avez livré votre message, dit Thomas. Il est temps pour vous de partir. »« Bien sûr, bien sûr. » Turner rassemble ses rênes. « Nous allons vous laisser le temps de reconsidérer. Disons, jusqu'à la prochaine pleine lune. » Il jette un coup d'œil au ciel. Ça fait 2 semaines, à peu près. Ça devrait être amplement suffisant pour faire le bon choix. Il fait tourner son cheval, puis s'arrête, regarde à nouveau Emma. « Vous avez une jolie fille, Henderson. Ce serait vraiment dommage qu'il lui arrive quelque chose. Ce territoire peut être dangereux pour les jeunes femmes qui voyagent seules. »
Les accidents arrivent. Les mots sont doux. La menace est claire. Thomas fait un pas en avant, mais Emma touche son bras, le retient. Ça n'en vaut pas la peine. Pas encore. Turner et ses hommes s'éloignent à cheval, la poussière traînant derrière eux comme un avertissement écrit dans l'air. Le père et la fille restent silencieux jusqu'à ce que les cavaliers disparaissent derrière la crête. « Papa » commence Emma. Non, la voix de Thomas est ferme. Nous n'allons rien faire d'irréfléchi. J'irai en ville demain. Je parlerai au shérif Hawkins. Il y a encore une loi sur ce territoire. Emma se mord la lèvre. Elle sait que c'est faux. Elle sait ce que sa mère dirait sur le fait d'attendre une loi qui ne viendra pas. Mais elle hoche la tête. Oui, papa. La journée passe lentement. Emma s'acquitte de ses corvées, nourrissant le bétail, réparant la clôture, tirant l'eau du puits. Des choses normales, des choses paisibles. Mais son esprit est en ébullition. Ce soir-là, après le souper, après que son père soit allé se coucher, Emma s'assoit près de la fenêtre de sa petite chambre à l'étage et attend. La lune, presque pleine, se lève, projetant une lumière argentée sur les champs de blé. Elle touche le médaillon à son cou, un bijou en argent poli par des années d'usure. À l'intérieur, une petite photographie de sa mère, jeune, souriante, belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la douceur. Emma ouvre le médaillon. Derrière la photographie, cachée dans un minuscule compartiment, se trouve une clé. Elle se dirige vers la lame de plancher décellée dans le coin de sa chambre, la soulève avec précaution, silencieuse comme un fantôme. En dessous, enveloppée dans une toile cirée, se trouve une boîte en bois. La clé entre dans la serrure qui s'ouvre avec un déclic. À l'intérieur, reposant sur du velours délavé, se trouve un ceinturon, du cuir usé sombreci par l'âge et l'usage, et 2 revolvers avec des poignées en nacre qui brillent même dans la pénombre, les Colts de Catherine Henderson. Emma en soulève un. Le poids lui est familier. Elle a tenu ses armes 100 fois en secret. Elle connaît chaque éraflure, chaque point d'usure sur les poignets. Elle n'attache pas encore le ceinturon, mais elle passe ses doigts sur le cuir, sentant l'histoire qu'il renferme. Les vies sauvées, la justice rendue, le prix payé. Un bruit dehors, léger. Un cheval, peut-être. Emma se dirige vers la fenêtre. Rien. Juste des ombres et le clair de lune. Mais quelque chose a changé. Elle peut le sentir. De la même manière que les animaux sentent un orage arriver avant que le premier nuage n'apparaisse. Elle remet les armes en place, les recouvre, replace la lame de plancher. Demain soir, elle ira à cheval jusqu'à la cabane du vieil Ben dans les montagnes. Elle s'entraînera. Elle se préparera. Parce que Turner reviendra. Et la prochaine fois, les mots ne suffiront pas. Emma est allongée dans son lit, fixant le plafond, écoutant le ronflement doux de son père dans la chambre voisine. Le sommeil ne vient pas. La voix de sa mère résonne dans sa mémoire, datant d'il y a des années, d'une époque avant la fièvre, les tombes et le silence. Ce n'est pas l'âme qui te rend dangereuse, mon enfant. C'est de savoir quand la dégainer et surtout, de savoir quand ne pas le faire. Emma ferme les yeux. 2 semaines jusqu'à la pleine lune. Elle se demande si ce sera suffisant. Elle se demande si un quelconque laps de temps serait suffisant pour ce qui s'annonce. Minuit arrive, froid, sur les hauts plateaux de l'Arizona. Emma s'elle-murmure dans la grange, se déplaçant silencieusement comme de la fumée. La jument connaît cette routine, elle sait rester silencieuse. Elles ont fait ce trajet des dizaines de fois, toujours à la faveur de l'obscurité, toujours en secret. La lune éclaire le chemin vers les montagnes. Emma maintient murmure au pas jusqu'à ce qu'elle soit bien loin de la ferme. Puis elle laisse la jument s'étirer dans un petit galop facile, avalant les kilomètres de sentiers rocheux. Le sentier de montagne serpente à travers les genévriers et la sauge. Des coyotes hurlent au loin. Une chouette passe au-dessus de leur tête sur des ailes silencieuses. Le monde semble plus grand la nuit, plus honnête en quelque sorte. La cabane du vieil Ben se trouve dans un creux, caché des sentiers principaux. De la fumée s'échappe de la cheminée. La lumière d'une lampe brille chaleureusement aux fenêtres. Avant même qu'Emma ne puisse descendre de cheval, la porte grince en s'ouvrant. « Un peu tard pour une visite de courtoisie, » dit le vieil Ben Wallace. Sa voix est aussi rude que du gravier, mais il y a de la chaleur en dessous. À moins que Turner ne vous ait rendu visite aujourd'hui. Emma descend de sa selle. « Comment le saviez-vous? » « Je les ai vus passer près de la crête ce matin.
3 vautours et une ombre. Ben s'avance dans la lumière. Il a 67 ans, les cheveux argentés, mais son dos est droit et ses yeux ne manquent en rien. Un fusil repose dans le creux de son bras. Le vieil Ben n'ouvre jamais sa porte sans être armé. Entrez, le café est chaud. L'intérieur de la cabane est sobre, mais propre. Des râtelières d'armes bordent les murs. Chaque arme brille, huilée, entretenue avec un soin religieux. L'odeur du café, de l'huile pour armes et de la fumée de bois remplit le petit espace. Ben verse 2 tasses, du café fort, noir, comme Emma a appris à le boire lors de ses visites de minuit. Turner nous a donné 2 semaines, dit Emma, jusqu'à la pleine lune. Ben hoche lentement la tête, pose sa tasse. Ta mère a eu le même genre d'ultimatum une fois, et Tombstone, en 69. Un homme nommé Craddock voulait sa terre, il lui a donné 1 semaine pour déguerpir. Qu'a-t-elle fait? Elle a tenu bon. Craddock est venu avec 4 hommes. Les yeux de Ben se perdent dans le lointain, se souvenant. Catherine était plus rapide. 3 tirs, 30 secondes, 4 hommes à terre. Pas un seul innocent touché. Le marshal territorial lui-même a dit que c'était la fusillade la plus nette qu'il ait jamais vue. Emma a déjà entendu l'histoire, différentes versions de différentes personnes, mais l'entendre de la bouche de Ben, qui était là, qui a tout appris à Catherine, la rend plus réelle que toutes les légendes. Papa veut parler au shérif demain, dit Emma. Jim Hawkins est un homme bon, mais il a les mains liées. Ben se lève, se dirige vers une malle verrouillée dans le coin. Blackwood a des juges, des marshals, la moitié du gouvernement territorial dans sa poche. L'autre moitié a trop peur pour agir contre lui. Il ouvre la malle, en retire une boîte en bois familière. Le souffle d'Emma se coupe. Elle n'a pas vu cette boîte en dehors de sa propre chambre depuis 6 ans. Comment? Ta mère m'en a donné une. Tu as eu l'autre. Ben l'ouvre. À l'intérieur, une paire identique de Colts à poignée de nacre. Elle voulait que tu aies des options au cas où une paire serait perdue ou prise. Il soulève l'un des revolvers, vérifie le barillet avec une aisance experte. Il est temps de voir si tout cet entraînement secret en valait la peine. Ils sortent au champ de tir que Ben a installé derrière la cabane. Des cibles à différentes distances, des boîtes de conserve sur des piquettes de clôture, des cartes à jouer épinglées sur une planche de bois. Emma attache le ceinturon. Le poids se pose familièrement sur ses hanches. Juste bien, comme un retour à la maison. Montre-moi, dit Ben. Emma dégaine fluide, rapide, sans réfléchir, juste la mémoire musculaire. La boîte de conserve à 20 pas explose, puis la suivante, puis la suivante. 6 tirs, 6 touches. Elle recharge sans regarder, fend la carte à jouer en 2 avec le 7e tir. Ben regarde, ne dit rien, hoche simplement la tête. Encore, dit-il, plus vite. Elle recommande encore et encore. Il travaille pendant 1 heure, dégainant depuis différentes positions, tirant en basse lumière, rechargeant rapidement, se déplaçant tactiquement. Finalement, Ben lève la main. Assez. Tu es plus rapide que ta mère ne l'a jamais été. Emma ringaine les armes. La vitesse ne gagne pas les combats. Non, mais ça aide. Ben se dirige vers le poche, s'assoit dans son vieux fauteuil à bascule. Ce qui gagne les combats, c'est ça. Il tapote sa tempe, lire l'adversaire, voir ce qu'il va faire avant qu'il ne le fasse. C'est ce qui a rendu Catherine légendaire, pas la vitesse, la stratégie. Emma le rejoint sur le porche. Il s'assoit dans un silence confortable, regardant les étoiles tourner au-dessus d'eux. « Ben, dit finalement Emma, comment a-t-elle fait toutes ces années, sachant qu'elle pourrait avoir à tuer, sachant qu'elle pourrait mourir? Comment a-t-elle vécu avec ça? » Ben reste silencieux un long moment. Elle n'a pas vécu facilement, en tout cas. Il sort un journal usé de la poche de son manteau, le tend à Emma. Elle tenait ça. Elle voulait que tu l'aies quand tu serais prête. Emma ouvre le journal, l'écriture de sa mère. Nette, précise. La première entrée est datée de 1867. Aujourd'hui, j'ai tué un homme. Il dégainait sur un commerçant non armé. C'était juste, c'était nécessaire. Mes mains tremblent en hauteur. La gorge d'Emma se serre. Elle ferme le journal. Elle ne peut pas en lire plus. Pas maintenant. Un son brise la nuit, lointain, anormal. Des coupes de feu. Ben est sur ses pieds instantanément. Ça vient de la vallée. Il se déplace vers la crête, regardant la vallée de Silver Creek qui s'étend en dessous d'eux. Au loin, à peut-être 5 miles au nord, une lueur orange illumine le ciel. Un incendie, murmure Emma.
La mâchoire de Ben se crispe. C'est la ferme des Miller. Il reste figé, regardant les flammes grandir. Trop loin pour aider, trop tard pour l'arrêter. Les mains d'Emma se serrent en poing. Les Miller, Jacob et Ruth, leurs 3 jeunes enfants, de braves gens, des fermiers, eux aussi avaient refusé l'offre de Blackwood. Nous devons, commençait Emma. On ne peut pas. La voix de Ben est dure. Le temps qu'on arrive là-bas, ceux qui ont fait ça seront loin. Et les Miller, soit ils sont sortis, soit ils ne le sont pas. Le feu brûle plus fort. Emma peut presque entendre les cris d'ici, même si elle sait que c'est juste son imagination. C'est de ma faute, dit-elle. Turner est venu nous voir en premier. Nous aurions dû... Arrête! Ben lui serre l'épaule. C'est l'œuvre de Blackwood, l'œuvre de Turner, pas la tienne. Le mal n'a pas besoin d'excuses, ma fille. Il a juste besoin d'une opportunité. Il regarde jusqu'à ce que le feu commence à mourir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des braises et de la fumée tachant le ciel d'avant l'aube. « Tu comptes toujours attendre la loi ?» demande Ben. La mâchoire d'Emma se serre. Elle pense à la foi de son père en le shérif Hawkins, à sa conviction que la justice viendra par les voies légales. Elle pense au journal de sa mère, mes mains tremblent encore. Elle pense aux enfants Miller. « Non, dit doucement Emma, j'ai fini d'attendre. » Ben hoche la tête comme s'il savait ce qu'elle dirait, comme s'il attendait ce moment. « Alors, on a du travail, du vrai travail. Ta mère a laissé plus que des pistolets, Emma. Elle a laissé un réseau, des gens, des plans, des preuves. » Il marque une pause. « Elle a laissé une guerre, et elle te l'a laissée pour que tu la termines. » Emma regarde le feu mourant, puis le ceinturon autour de sa taille, puis le journal dans ses mains. Elle l'ouvre à nouveau, passe la première entrée, des dizaines d'autres, jusqu'à la fin. « Si tu lis ceci, Emma, je suis parti. Ne me pleure pas trop longtemps. J'ai vécu exactement comme je l'ai choisi. Je me suis battu pour la justice. J'ai aimé profondément. J'ai élevé une fille qui, je l'espère, sera plus courageuse et plus intelligente que je ne l'ai jamais été. Le combat ne s'arrête pas avec moi. Il ne s'arrête jamais. Mais chaque génération le rend un peu plus facile pour la suivante. C'est ça l'héritage. C'est ça l'espoir. » Emma ferme le journal, regarde Ben. « Raconte-moi tout, dit-elle. J'ai besoin de savoir pourquoi je me bats, avec qui je me bats et comment gagner. » Ben sourit. C'est un sourire triste, mais fier aussi. Ta mère savait que tu dirais ça. Allez. L'aube arrive et nous avons beaucoup de choses à voir avant que tu ne rentres chez toi. Ils retournent à l'intérieur. Ben étale des cartes sur la table, pointe les propriétés que Blackwood a prises, les noms des fonctionnaires corrompus, les réseaux de résistance. Et Emma écoute, apprend, se prépare. Dehors, la première lumière de l'aube touche les montagnes. Un nouveau jour, mais pas un jour paisible. Plus jamais paisible. La rue principale de Silver Creek semble assez normale à la lumière du matin. Des bâtiments à fausses façades, des trottoirs en bois encore humides de la rosée de la nuit. Quelques lève-tôt se dirigent vers le magasin général ou le café. Mais il y a une tension sous-jacente. Les chiens marchent plus vite que nécessaire, n'osent pas se regarder dans les yeux. Les conversations s'arrêtent à l'approche d'étrangers. La peur a une odeur dans les petites villes. Silver Creek en empeste. Emma arrive sur Murmur juste avant midi. Elle n'a pas dormi. Elle est allée directement de la cabane du vieil Ben pour voir la ferme des Miller, n'a trouvé que des cendres et le silence, puis est rentrée pour dire à son père ce qu'elle avait vu. Thomas voulait aller voir le shérif immédiatement. Emma l'a convaincu d'attendre. Un jour de plus, juste un. Maintenant, elle est ici pour une autre raison. La place de la ville est bondée. Plus de gens qu'Emma n'en a vu rassembler depuis la fête des récoltes de l'année dernière. Mais ce n'est pas une célébration. Une estrade en bois a été érigée au centre de la place. Dessus, empilés, se trouvent les biens de la famille Miller. Meubles, outils, vêtements, une poupée de chiffon d'enfant, tout ce qui a survécu à l'incendie. Devant l'estrade se tient un commissaire-priseur qu'Emma ne reconnaît pas, cheveux gominés, vêtements de ville. Et à côté de lui, Victor Blackwood en personne. Emma a déjà vu Blackwood, mais toujours de loin. De près, il est saisissant. 52 ans, des mèches argentées dans ses cheveux sombres, un manteau noir coûteux, des bottes cirées. Il ressemble plus à un sénateur qu'à un voleur de terre. Il ressemble à l'oncle respectable de quelqu'un. Cela le rend plus dangereux, pas moins. « Mesdames et messieurs de Silver Creek », crie le commissaire-priseur.
Sa voix porte à travers la place. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une vente aux enchères publiques de biens saisis en vertu des lois de saisie territoriale. Tous les profits iront au remboursement des dettes de Jacob et Ruth Miller, tels que déterminés par le juge Morrison. Un murmure parcourt la foule. Colère, impuissance. Le shérif James Hawkins se tient au bord de la place, les bras croisés. Son visage est de pierre. Sa fille Mary se tient à côté de lui, les mains serrées en poing. La vente aux enchères commence. Premier article. Annonce le commissaire-priseur. Table de salle à manger en chêne, sculptée à la main, 8 places, excellent état. Commençons les enchères à 5 dollars. La voix de Thomas Henderson retentit. 5 dollars. Blackwood se tourne, voit Thomas sourit. 10 dollars, 15. Contre Thomas, 30. Le sourire de Blackwood ne faiblit pas. Il ne regarde même pas la table. Il regarde Thomas, il regarde Emma. Les enchères continuent. Thomas essaye d'acheter des morceaux de la vie des Miller, leurs outils, leurs meubles, des choses qui pourraient les aider à recommencer s'ils revenaient un jour. Blackwood surenchérit à chaque fois. Finalement, Blackwood remporte un ensemble d'outils agricoles. L'assistant du commissaire-priseur les apporte. Blackwood prend la houe, l'étudie, puis la lève au-dessus de sa tête et la fracasse contre l'estrade. L'outil se brise. Le bois éclate. Le métal se tord. La foule pousse un cri de stupeur. Blackwood ramasse l'outil suivant, une pelle, et la fracasse aussi. Le progrès, dit-il d'un ton conversationnel, exige de balayer l'ancien, de faire de la place pour le nouveau. Les Miller ont refusé de comprendre cela, ont refusé d'accepter mon offre généreuse pour leur terre. Ils fracassent un autre outil. Maintenant, ils n'ont plus rien et j'ai leur terre. Tout est légal, tout est en règle, tout est signé par un juge territorial. Ils laissent tomber les outils en ruine, s'époussettent les mains. Que cela vous serve de leçon. Silver Creek est en train de changer. Ceux qui changeront avec lui prospéreront. Ceux qui ne le feront pas, il désigne le tas de biens. Eh bien, vous pouvez voir l'alternative. Le shérif Hawkins s'avance. Ça suffit, Blackwood. Assez. Les sourcils de Blackwood se haussent. Shérif, j'exerce simplement mes droits légaux en tant qu'enchérisseur gagnant. Vous ne voudriez pas interférer avec une vente aux enchères légales, n'est-ce que pas? Les deux hommes se regardent fixement. La main de Hawkins plane près de son arme, mais ils savent tous les deux qu'il ne peut pas dégainer, ne peut pas arrêter, ne peut rien faire. La loi est du côté de Blackwood. Le juge s'en est assuré. Finalement, Hawkins baisse la main, recule. Le sourire de Blackwood revient. Il balaie la foule du regard. Ses yeux trouvent Emma. Pendant un long moment, il se regarde à travers la place. Emma sent quelque chose de froid glisser le long de sa colonne vertébrale. La façon dont Blackwood la regarde, comme s'il voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'il y a longtemps. Puis, il soulève son chapeau. « Mademoiselle Henderson, quel plaisir de vous voir en ville. » Emma ne répond pas, ne bouge pas. « Votre père a fait un choix judicieux ce matin, » continue Blackwood. « Enchérir sur ces articles, essayer d'aider les malheureux Miller. C'est le genre d'esprit communautaire dont nous avons besoin à Silver Creek. » Il marque une pause. J'espère vraiment qu'il fera preuve de la même sagesse en ce qui concerne sa propre propriété. Je détesterais voir la ferme Henderson finir comme ça. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La vente aux enchères continue. Emma regarde Blackwood tout acheter, le regarde en détruire la moitié juste pour marquer le coup, regarde les habitants de la ville se tenir silencieux, sachant qu'ils sont les prochains. Quand c'est enfin terminé, Emma se dirige vers le saloon de Rose McCree. La foule se disperse lentement, les gens se dépêchant de rentrer chez eux, sans se regarder dans les yeux. À l'intérieur du saloon, il fait sombre et frais. Rose est derrière le bar, polissant des verres qui n'en ont pas besoin. Ses cheveux roux sont relevés, ses yeux verts sont vifs. « Emma, » dit Rose, « ce n'est pas une salutation, c'est un avertissement. » Emma regarde autour d'elle. Le saloon est presque vide. Quelques ivrognes dans le coin, personne d'important. « J'ai besoin de te parler, » dit doucement Emma. Rose l'étudie un long moment, puis fait un signe de tête vers l'arrière-salle. 2 minutes, puis tu sors par la porte de derrière. Emma suit Rose dans la pièce privée. Elle est petite, une table, quelques chaises, des boîtes de fournitures empilées dans le coin. Mary Hawkins est déjà là, le révérend Samuel Hayes aussi, et 2 fermiers.
Emma reconnaît des hommes dont les terres bordellent la propriété des Miller. Emma Henderson, dit Rose. Voici la section de Silver Creek des gardiens. Le souffle d'Emma se coupe. Ta, ta mère a lancé ce réseau il y a 20 ans. Rose tire une chaîne de sous son col. Un médaillon en argent y est suspendu, captant la lumière de la lampe. Après avoir vu ce que des hommes comme Blackwood pouvaient faire quand les braves gens ne faisaient rien. Mary s'avance. Mon père ne sait pas que j'en fais partie. Il ne peut pas le savoir. Cela compromettrait sa position de shérif. Sa voix est stable, mais Emma peut voir la douleur derrière. Ma mère est morte il y a 3 ans. Blackwood l'a expulsée de sa maison de location quand elle n'a pas pu payer l'augmentation de loyer. Elle a attrapé la fièvre en vivant dans une tente à l'extérieur de la ville. Elle est morte dans mes bras. Emma fixe son amie d'enfance. Mary, je ne savais pas. Personne ne le sait. Papa m'a fait promettre de ne rien dire. Il a dit que ça ressemblerait à une vengeance s'il s'en prenait à Blackwood. Les mains de Mary se serrent. Alors j'ai rejoint les gardiens à la place, parce que quelqu'un doit se battre. Le révérend Hayes hoche la tête. Votre mère croyait que lorsque la loi échoue, les braves gens doivent créer leur propre justice. Pas une justice de justicier, pas la vengeance, mais une résistance organisée, des preuves, une stratégie, une planification à long terme. L'un des fermiers prend la parole. Il s'appelle William Cross. Blackwood achète des terres depuis 15 ans. Votre mère documentait tout, chaque pot de vin, chaque document falsifié, chaque meurtre déguisé en accident. Meurtre? La voix d'Emma est plus tranchante qu'elle ne le voudrait. Rose et Mary échangent un regard. L'incendie des Miller n'était pas un accident, dit doucement Rose. Nous avons des témoins qui ont vu les hommes de Turner dans la région, mais les témoins ne témoigneront pas. Ils ont trop peur. Emma sent quelque chose de vif et brûlant se tordre dans sa poitrine. Ma mère constituait un dossier. Le révérend Hayes termine. Des preuves qui feraient tomber Blackwood. Les juges corrompus. Tout le monde, mais elle est morte avant de pouvoir finir. La fièvre, dit Emma. Mais même en le disant, le doute s'insinue. L'expression de Rose est soigneusement neutre. C'est ce que disait le certificat de décès. Votre mère est tombée malade. Elle est morte en 3 jours. Le docteur Howard l'a signé. Cause naturelle. Mais, insiste Emma, mais le docteur Howard a quitté la ville la semaine suivante. Il a déménagé en Californie, n'a plus jamais pratiqué la médecine. La voix de Rose est plate et votre mère documentait les opérations de Blackwood jusqu'au jour où elle est tombée malade. La pièce tourne légèrement. Emma s'agrippe au bord de la table. Nous n'avons pas de preuves, dit rapidement Mary, juste des soupçons. Mais Emma, nous t'attendions. Ta mère a laissé des instructions. S'il lui arrivait quelque chose, nous devions attendre que tu sois prête, que tu viennes à nous. Je ne suis pas, commence Emma, je ne suis qu'une fille de fermier. Je ne peux pas. Tu es la fille de Catherine Henderson, l'interrompt Rose. Et le vieil Ben t'entraîne depuis 6 ans. Ne crois pas que nous ne sommes pas au courant de ses virées nocturnes à sa cabane. Les yeux d'Emma s'écarquillent. Nous sommes les gardiens, mon enfant, dit doucement le révérend Hayes. Nous remarquons les choses. Nous avons veillé sur toi. Nous nous sommes assurés que tu restes en sécurité pendant que tu apprenais ce que tu devais savoir. On frappe à la porte. Tout le monde se tend. Rose va répondre, l'ouvre d'une fente, puis plus largement. Robert Sullivan entre dans la pièce. La main d'Emma se déplace instinctivement vers sa hanche. Pas d'armes. Elle les a laissées à la maison. Sullivan lève les mains, vides, doucement. « Je ne suis pas ici pour me battre. Alors pourquoi es-tu ici ?» demande Emma. Les yeux sombres de Sullivan sont illisibles. « Pour vous avertir. Blackwood prépare quelque chose, pour bientôt. Il envoie un message à Thomas Henderson demain, le convoquant au manoir pour des négociations. »« C'est un piège, dit Mary. »« Probablement, acquiesce Sullivan. Mais si votre père n'y va pas, Blackwood enverra ses hommes à la ferme et ils ne seront pas là pour parler. » La mâchoire d'Emma se crispe. « Pourquoi nous dis-tu ça? » Sullivan reste silencieux un moment. « Parce que j'ai une dette envers quelqu'un qui est mort. Et les dettes ne meurent pas simplement parce que les gens meurent. » Avant qu'Emma ne puisse en demander plus, il est parti, se glissant par la porte de derrière comme une ombre. Rose ferme la porte, la verrouille. « On peut lui faire confiance? » demande l'un des fermiers. « Je ne sais pas, admet Rose, mais l'information correspond à ce que nous avons entendu par d'autres canaux. »
Blackwood intensifie ses actions. La ferme des Miller n'était que le début. Emma se redresse. Mon père ira au manoir. Il ne laissera pas Blackwood venir à la ferme pendant que j'y suis. Il essaiera de me protéger en se mettant en danger. Alors nous avons besoin d'un plan, dit Mary, parce que lorsque Thomas Henderson tombera dans ce piège, nous devons être prêts à l'en sortir. Ils passent l'heure suivante à planifier, à tracer des voies d'évasion, à identifier des alliés, à se préparer au pire. Finalement, Emma se lève pour partir. Une dernière chose, dit-elle. Où sont les documents, les preuves que ma mère a rassemblées? Rose et le révérend Hayes échangent un regard. Nous ne savons pas, admet Hayes. Catherine les gardait cachés. Elle a dit qu'elle laisserait une carte, codée. Seul quelqu'un qui la connaissait bien pourrait la comprendre. Emma pense au journal de sa mère, caché dans sa chambre, rempli d'entrées, de notes et de souvenirs. Je les trouverai, dit-elle. Si ma mère a laissé une carte, elle sera quelque part où je pourrai la trouver. Elle se dirige vers la porte de derrière. Mary lui attrape le bras. Emma, dit doucement Mary, ma mère est morte parce qu'elle ne pouvait pas se défendre, parce qu'elle n'avait ni les compétences ni l'entraînement. Mais toi, tu les as. Ta mère s'en est assurée. Sa poigne se resserre. Ne laisse pas cet entraînement se perdre. Ne laisse pas plus de gens mourir parce que nous avons attendu que la loi répare ce que la loi a brisé. Emma hoche la tête. Je ne le ferai pas. Elle se glisse dans la ruelle. Le soleil de l'après-midi est dur après la pénombre du saloon. Elle détache Murmur, monte en selle. En quittant la ville, elle voit Blackwood debout sur le porche de son bureau qui la regarde. Il lève une main, un signe presque amical. Emma ne répond pas au signe, continue simplement sa route, mais elle peut sentir ses yeux sur son dos jusqu'à la sortie de la ville. Cette nuit-là, un message arrive à la ferme des Henderson, livré par un adolescent nerveux qui n'ose pas regarder Thomas dans les yeux. Le message est écrit sur du papier coûteux d'une écriture élégante. Monsieur Thomas Henderson, je sollicite votre présence à ma résidence demain à midi pour discuter de l'avenir de votre propriété et du bien-être de votre famille. J'ai confiance que vous prendrez la sage décision de vous y rendre. Respectueusement, Victor S. Blackwood. Thomas le lit 2 fois, la mâchoire crispée. Papa, dit Emma, n'y va pas. C'est un piège. Probablement, acquiesce Thomas. Mais si je n'y vais pas, il viendra ici. Et je ne veux pas que tu sois au milieu de ce qu'il prépare. Je peux gérer? Non. La voix de Thomas est ferme. Ta mère est morte en protégeant cette ville. Je ne te laisserai pas faire de même, pas tant que je respirerai encore. Ils se regardent fixement à travers la table de la cuisine. Père et fille, tous deux têtus, tous deux effrayés, tous deux faisant semblant de ne pas l'être. Finalement, Emma hoche la tête. Alors je viens avec toi. Jamais de la vie. Je viens, répète Emma, ou je te suis. C'est toi qui choisis. Thomas soupire, passe une main dans ses cheveux grisonnants. Tu es exactement comme elle, tu sais ça? Ta mère, têtue comme une mule et 2 fois plus dangereuse. Tant mieux, dit Emma. Cette nuit-là, elle ne va pas à la cabane du vieil Ben. Au lieu de ça, elle s'assoit dans sa chambre, ouvre le journal de sa mère, lit chaque entrée au et cherchant des indices, des codes, la carte qui l'amènera aux preuves pour lesquelles sa mère est morte. Et sur la dernière page, elle la trouve. Pas une carte, pas exactement. Juste une seule phrase écrite de la main de sa mère. Regarde sous l'endroit où je t'ai appris à être courageuse. Emma ferme le journal. Elle regarde par la fenêtre le vieux chêne dans la cour. L'arbre où sa mère lui a appris à tirer pour la première fois, où elles ont passé des heures à s'entraîner, où Catherine Henderson a transmis ses compétences à sa fille. Sous cet arbre, quelque part, se trouvent les preuves qui pourraient faire tomber l'empire de Blackwood. Demain, Thomas tombera dans un piège. Mais ce soir, Emma déterrera les armes qui pourraient le sauver. Dehors, la lune se lève, presque pleine. 2 semaines, avait dit Turner. Emma se dit qu'il leur reste moins que ça maintenant. Il est temps d'arrêter de se ficher. Il est temps de se battre. Il est temps de devenir celle que sa mère a élevée. Minuit trouve Emma à genoux sous le vieux chêne en train de creuser. La lune donne assez de lumière pour travailler. Elle utilise une petite pelle de la grange. Avec précaution, en silence, ne voulant pas réveiller son père qui dort dans la maison. La terre est dure, compacte, pleine de racines. Ses mains s'empoulent. Elle continue de creuser.
À 1 mètre de profondeur, la pelle heurte quelque chose de solide, du métal. Le cœur d'Emma s'emballe. Elle dégage la terre avec ses mains. Une boîte en fer, lourde, scellée à la cire. Elle la saute, la pose sur l'herbe. La serrure est rouillée mais fonctionne encore. Elle aura besoin d'outils pour l'ouvrir correctement. Elle ne peut pas risquer de casser ce qu'il y a à l'intérieur. Emma rebouche le trou, aplanit la terre, la fait paraître intacte. Elle porte la boîte à la grange, la cache sous un tas de foin. Demain. Elle l'ouvrira demain, après que son père sera parti pour le manoir de Blackwood, s'il revient. Quand il reviendra, se corrige-t-elle. Quand Emma se lave les mains à la pompe, retourne à la maison, au lit, pour quelques heures de sommeil agité. Mais quand elle ouvre la porte de derrière, la lumière d'une lampe s'échappe de la cuisine. Son père est assis à la table, il attend. « Papa, commence Emma. J'étais juste... » Ne fais pas ça. La voix de Thomas est calme, fatiguée. Ne me mens pas, Emma, pas après tout ça. L'estomac d'Emma se noue. Je ne sais pas de quoi. Je t'ai suivi la semaine dernière, jusqu'à la cabane de Ben. Thomas lève les yeux, ses yeux sont rouges, de colère, de larmes ou des deux. Je t'ai regardé t'entraîner. Je t'ai regardé tirer. Je t'ai regardé devenir... Il s'interrompt, déglutit difficilement. Je t'ai regardé devenir elle. Le silence s'étire entre eux, lourd, pesant. Depuis combien de temps? Demande Thomas. 6 ans, depuis que maman est morte. Thomas tressaille comme si elle l'avait frappé. 6 ans. Tu me mens depuis 6 ans. Je n'ai pas. Mentir par omission, c'est toujours mentir. Thomas se lève. Sa chaise grince durement contre le sol. Je t'ai demandé d'être prudente, de rester loin de la violence, d'avoir une vie normale. C'est tout ce que je demandais. Et toi et Ben, sa voix se brise. Vous avez planifié ça dans mon dos. La propre colère d'Emma monte. Planifier quoi? Me préparer, apprendre à me défendre. Ce n'est pas un crime, papa. Ça l'est quand ça te fait tuer, crie Thomas. Puis plus bas, d'une voix brisée. Ta mère est morte à cause de ses armes, parce qu'elle pensait pouvoir affronter des hommes mauvais et gagner. Je l'ai enterrée, Emma. Je l'ai mise en terre. Je ne referai pas ça. Je ne peux pas. Alors que devrais-je faire? La voix d'Emma monte aussi. Me cacher? Attendre que Turner nous brûle vifs comme les Miller? Attendre que Blackwood prenne tout ce que nous avons? Tu devrais faire confiance à la loi. Il n'y a pas de loi. Emma frappe la table de sa main. Blackwood possède les juges, possède les marshals. Il a brûlé la ferme des Miller et personne n'a rien fait. Il brûlera la nôtre ensuite et personne ne nous aidera non plus. Alors ta solution, c'est de devenir une tueuse? Le visage de Thomas est angoissé. De gâcher ta vie dans un combat sans espoir? Maman ne pensait pas que c'était sans espoir. Ta mère est morte, Emma. Les mots flottent dans l'air comme de la fumée de pistolet. Morte. Et tous ses combats, toute sa bravoure, toute son habileté avec ses maudites armes ne l'ont pas sauvée, n'ont rien sauvé. Elles ont juste laissé sans mère et moi sans femme. Emma sent des larmes lui brûler les yeux. Elle les chasse d'un clignement. Elle a fait une différence. Elle a sauvé des vies. Elle a défendu quelque chose. Elle nous a quittés. La voix de Thomas se brise complètement maintenant. Elle a choisi la justice plutôt que nous, plutôt que toi, plutôt que notre famille. Et je ne te laisserai pas faire le même choix. Ce n'est pas à toi de faire ce choix. Ils se regardent fixement à travers la cuisine. La distance entre eux semble soudain être de plusieurs kilomètres. « Elle m'a fait promettre », dit finalement Thomas. Sa voix est creuse, vaincue. Cette nuit-là, quand la fièvre la tenait, Catherine m'a regardé et a dit « Promets-moi, Thomas, garde Emma en sécurité. Tiens-la à l'écart de tout ça. Laisse-la avoir une vie normale. » Et j'ai promis. Je lui ai donné ma parole alors qu'elle était mourante. La colère d'Emma s'estompe, remplacée par quelque chose de pire. La compréhension. « Papa, mais elle a fait promettre autre chose à Ben, n'est-ce pas? » Thomas continue. « Elle lui a fait promettre de t'entraîner, de te préparer, de te transformer en... » Il fait un geste impuissant. « En ce que tu es maintenant. » Les 2 promesses venaient de l'amour, dit doucement Emma. Les 2 promesses ne peuvent pas être justes. Peut-être qu'elles peuvent toutes les 2 être nécessaires.
Un bruit dehors, des bruits de sabots, plusieurs chevaux arrivant vite. Emma et Thomas se figent, échangent un regard. Il est plus de minuit. Personne ne chevauche à cette heure, à moins que... La porte d'entrée s'ouvre avec fracas. Turner se tient dans l'embrasure, arme au poing. Derrière lui, Caleb Stone et 3 autres hommes, tous armés. « Bonsoir les gens », dit Turner. Son sourire est acéré, dangereux. « Désolé d'interrompre votre discussion de famille, mais il y a eu un changement de plan. » Thomas se place entre Turner et Emma. « Sortez de ma maison. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. » Turner arme son pistolet. « Monsieur Blackwood en a assez d'attendre. On s'est dit qu'on allait avancer un peu la réunion. Vous venez avec nous. Maintenant. » « Bon. Je viendrai, » dit Thomas. « Laissez juste ma fille en dehors de ce bon temps. »« Oh, elle est déjà dedans. » Les yeux de Turner se tournent vers Emma. « On a trouvé de la terre fraîche sous ce chêne. Qu'est-ce que tu creusais, ma fille? » L'esprit d'Emma s'emballe. La boîte. Ils savent. Ou ils soupçonnent. « Rien, dit-elle. Je plantais, c'est tout. » « N'insulte pas mon intelligence. » Turner fait un pas en avant. « Quoique Catherine Henderson est enterrée, nous le voulons. Et tu vas nous dire où ça se trouve. » Thomas bouge vite, attrape une poêle en fonte sur la cuisinière, la balance vers la tête de Turner. Turner esquive, tire. Le coup de feu est assourdissant dans la petite cuisine. La balle atteint Thomas à l'épaule. Il chancelle, tombe. « Papa! » Emma tombe à genoux à côté de lui. Le sang fleurit en rouge sur sa chemise. « Ça, c'était vraiment stupide, » dit Turner. Il rengaine son arme, fait un signe de tête à ses hommes. « Prenez-le, la fille aussi. » Des mains rudes saisissent Emma, l'éloignent de son père. Elle se bat, donne des coupes de pied, griffe, un coup à l'arrière de sa tête. Des étoiles explosent. Le monde bascule. Quand sa vision se clarifie, on la traîne dehors. Thomas est jeté sur un cheval, les mains liées, le sang qui goutte. Emma se débat, reçoit un coup de genou dans les côtes pour sa peine. L'air lui manque. « Doucement, maintenant, » dit Turner. Il lui saisit le menton, la force à le regarder. « Tu veux que ton père vive? Alors tu vas coopérer. Compris? » Emma lui crache au visage. Turner la gifle. Sa tête bascule sur le côté, le goût cuivré du sang dans sa bouche. « Hargneuse, tout comme ta mère. » Turner s'essuie le visage. Dommage ce qui lui est arrivé. La fièvre est une façon terrible de mourir. À moins que... Il se penche près d'elle. À moins que ce ne soit pas la fièvre du tout. Emma s'immobilise. « Qu'est-ce que tu dis? »« Je dis que les accidents arrivent, les maladies arrivent, surtout aux gens qui posent trop de questions, qui creusent trop profond. » Il relâche son menton. « Ta mère préparait quelque chose, des preuves, un dossier. Monsieur Blackwood ne pouvait pas laisser ça continuer. Alors il s'en est occupé. Tout comme il s'occupera de toi et de ton père si vous ne coopérez pas. Le monde se rétrécit en un point minuscule. Tout ce qu'Emma soupçonnait, tout ce qu'elle craignait est confirmé. Sa mère n'est pas morte de la fièvre. Elle a été assassinée. Maintenant, dit Turner, tu vas nous dire où sont ces documents. Et tu vas le faire vite, avant que ton père ne se vide de son sang. Emma regarde Thomas, inconscient maintenant, pâle, le sang imbibant le bandage grossier qu'un des hommes de Turner a noué autour de son épaule. Elle a un choix. Les documents, des preuves qui pourraient faire tomber Blackwood, libérer le territoire, finir le travail de sa mère. Ou la vie de son père, la justice ou la famille. C'est le même choix que sa mère a fait. Catherine a choisi la justice, et ça l'a tuée. Emma prend une profonde inspiration, prend sa décision. La grange, dit-elle, cachée sous le foin. Turner sourit. Voilà, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Il fait un signe de tête à l'un de ses hommes. Va vérifier. Les minutes passent, les mains d'Emma sont liées. On la pousse sur un cheval derrière Caleb Stone. Thomas est jeté sur un autre cheval comme une marchandise. L'homme revient de la grange, portant la boîte en fer. « Je l'ai trouvée, dit-il. »« Bien. » Turner prend la boîte, la soupèse. « Monsieur Blackwood va être très content. » Il regarde Emma. Changement de plan. On vous emmène tous les deux au manoir. Monsieur Blackwood veut avoir une conversation avec la fille de Catherine Henderson. Ils partent à cheval. La ferme des Henderson disparaît derrière eux dans l'obscurité. L'esprit d'Emma travaille frénétiquement.
Elle leur a donné la boîte, mais la boîte est verrouillée et elle n'a pas la clé. Le vieil Ben a la clé, ou plutôt, le vieil Ben peut ouvrir la serrure sans la clé. Il a crocheté des serrures plus difficiles que cette vieille boîte en fer. Mais Turner ne le sait pas. Blackwood ne le sait pas. Elle a gagné du temps, quelques heures peut-être. Assez pour trouver comment sauver son père. Assez pour finir ce que sa mère a commencé. Le trajet jusqu'au manoir de Blackwood dure 2 heures. Emma utilise ce temps pour réfléchir, pour planifier, pour se souvenir. Elle pense au journal de sa mère, aux entrées qu'elle a lues ce soir, avant que tout ne parte en vrille. La voix de Catherine résonne dans sa mémoire. Entrée, mais 1869. Victor Blackwood m'a encore demandé en mariage aujourd'hui, la 3e fois ce mois-ci. Il a apporté des fleurs chères de San Francisco. Il m'a dit qu'il pouvait tout me donner, de beaux vêtements, une grande maison, le respect. Je lui ai dit non, encore une fois. Il ne l'a pas bien pris. Il a dit que je gâchais mon avenir. Il a dit qu'une femme comme moi, avec mes talents, mes capacités, ne devrait pas se perdre avec un simple fermier. Je lui ai dit que Thomas Henderson était 2 fois plus un homme qu'il ne le serait jamais. Le visage de Victor a changé. Le masque est tombé, juste un instant, et j'ai vu ce qu'il y avait en dessous. De la rage, de la possessivité, de l'obsession. Je dois être prudente. Les hommes comme Victor ne pardonnent pas le rejet. Emma se souvient d'avoir lu cette entrée, se souvient du frisson qui a parcouru sa colonne vertébrale. Sa mère savait, même à l'époque, savait que Blackwood était dangereux, mais elle a choisi Thomas quand même, a choisi l'amour plutôt que la sécurité, a choisi un simple fermier plutôt qu'un empire, et Blackwood ne le lui a jamais pardonné. Les chevaux ralentissent. Emma lève les yeux. Le manoir de Blackwood se dresse contre le ciel nocturne, 3 étages de pierre et de verre importés, des jardins, des fontaines, un monument à la richesse volée. Des lampes brûlent aux fenêtres. Blackwood attendait. On les traîne à l'intérieur, à travers des couloirs bordés de peintures coûteuses et de bois poli, devant des pièces remplies de meubles qui coûtent plus que ce que la plupart des familles gagnent en un an. De l'argent sale, tout ça. Thomas est transporté dans une pièce latérale. Emma l'aperçoit à travers la porte, toujours inconscient, un médecin se penchant sur lui. Au moins, Blackwood le veut vivant pour l'instant. Emma est conduite dans un bureau, riche, opulent. Des livres bordent les murs. Un bureau massif domine l'espace, et derrière le bureau, Victor Blackwood. Il est plus âgé qu'il n'en avait l'air à la vente aux enchères, plus proche de 55 ans que de 50, mais toujours beau d'une manière froide et précise, l'argent striant ses cheveux sombres, les yeux comme des éclats de glace. Il se lève quand Emma entre, un geste de gentleman, une courtoisie creuse. « Mademoiselle Henderson », dit-il. Sa voix est cultivée, éduquée. « Merci de vous joindre à moi. Je m'excuse pour les circonstances. Turner peut être trop zélé. » Emma ne dit rien, se contente de le fixer. Blackwood désigne une chaise. « Veuillez vous asseoir. Je resterai debout. Comme vous voudrez. » Blackwood se rassied dans son propre fauteuil, joint ses doigts, puis l'étudie. « Vous ressemblez remarquablement à votre mère, les mêmes yeux, le même feu. Ne parlez pas de ma mère. » « Pourquoi pas? Je connaissais Catherine assez bien, probablement mieux que votre père à certains égards. » Le sourire de Blackwood est mince. « Vous a-t-elle déjà parlé de Tombstone, de l'époque avant qu'elle ne rencontre Thomas? » La mâchoire d'Emma se crispe. « Je connais les histoires. » Les histoires. Blackwood se lève, se dirige vers une armoire, l'ouvre. À l'intérieur, une collection de photographies. Il en choisit une, la tend à Emma. La photographie est vieille, jaunie, mais l'image est claire. Une jeune femme belle, portant une jupe-culotte d'équitation et un ceinturon, décolle sa poignée de nacre à ses hanches, Catherine Henderson, peut-être 24, 25 ans. Debout à côté d'elle sur la photo se trouve un jeune homme, beau, bien habillé, sa main sur son épaule. Victor Blackwood, l'estomac d'Emma se retourne. « Où avez-vous eu ça? »« Je l'ai prise. Tombstone, 1869, avant qu'elle ne gâche tout. » La voix de Blackwood est douce, nostalgique. Nous aurions pu construire un empire ensemble, Catherine et moi. Elle avait le talent, j'avais la vision. Ensemble, nous aurions possédé tout ce territoire. Elle ne voulait pas d'un empire. Non, elle voulait la justice,
Blackwood crache le mot comme du poison, comme si la justice mettait de la nourriture sur la table, comme si la droiture construisait des routes et apportait la prospérité. Votre mère était brillante, mademoiselle Henderson, mais elle était aussi naïve. Elle croyait aux contes de fées, le bien contre le mal, le juste contre l'injuste. Ce ne sont pas des contes de fées. Vraiment? Blackwood se dirige vers la fenêtre, regarde ses jardins. J'ai construit ça, non pas par la violence ou le vol, mais par la vision, par la compréhension que le monde appartient à ceux qui sont assez forts pour le prendre et assez intelligents pour le rendre légal. Il se retourne vers Emma. Votre mère a compris ça une fois à Tombstone. Elle était magnifique, rapide, mortelle, précise. Elle a tué 4 hommes en 30 secondes pour sauver un commerçant qui ne pouvait même pas payer ses dettes. Elle a sauvé un homme innocent. Elle a interféré dans une transaction commerciale. La voix de Blackwood se durcit. Ces hommes collectaient ce qui leur était dû. Votre mère a décidé qu'elle savait mieux, a décidé que son sens de la justice était plus important que la loi. Ils allaient le tuer. Peut-être, peut-être pas. Le fait est que ce n'était pas à elle de faire ce choix. Blackwood s'appuie contre son bureau. Mais je lui ai pardonné. Je l'aimais. Je l'ai demandé en mariage. Je lui ai tout offert. Et elle a dit non. Elle a choisi un fermier miteux plutôt que moi. Pour la première fois, une véritable émotion perce à travers la façade contrôlée de Blackwood. De la rage chaude et amère. Un homme qui ne pouvait rien lui donner, qui ne pouvait pas la protéger, qui ne pouvait même pas la garder en vie. Les poings d'Emma se serrent. Vous l'avez tué. J'ai fait ce qui était nécessaire. Les mots flottent dans l'air, un aveu, désinvolte, comme si on discutait de la météo. Emma sent quelque chose se briser en elle, le dernier lambeau de doute, le dernier espoir que peut-être Turner mentait, que peut-être sa mère était vraiment morte de la fièvre, disparue. Elle constituait un dossier contre moi, continue Blackwood. Des documents, des registres, des preuves de choses que je préférerais ne pas voir exposées. J'ai essayé de la raisonner, j'ai essayé de la convaincre de tout détruire, de s'en aller. Il prend un coupe-papier sur son bureau, l'étudie. Elle a refusé, a dit qu'elle avait déjà envoyé des copies aux marshals fédéraux, a dit qu'il était trop tard. Les thèses? La voix d'Emma est stable, plus froide qu'elle ne l'a jamais entendue. Non, les copies ne sont jamais arrivées. Je m'en suis assuré. Et Catherine? Il pose le coupe-papier. La fièvre qui l'a emportée était soudaine, tragique, mais naturelle. Du moins, c'est ce que dit le certificat de décès. Vous l'avez empoisonnée. J'ai supprimé un obstacle. Blackwood la regarde dans les yeux. Je me suis senti très mal. Vraiment. J'aimais votre mère, Emma, même en la tuant. C'est ce qui rend la chose tragique. La respiration d'Emma devient courte, rapide. Elle veut crier, rager, dégainer une arme qu'elle n'a pas et la vider dans la poitrine de ce monstre, mais elle est désarmée, ligotée, entourée de ses hommes, et son père saigne dans la pièce voisine. Qu'est-ce que vous voulez? Demande Emma. Ce que j'ai toujours voulu, les documents, les vrais, pas ce qu'il y avait dans cette boîte que vous avez donnée à Turner. Blackwood sourit. Pensiez-vous vraiment que je ne verrais pas la différence? Votre mère était intelligente. Elle n'aurait pas gardé les seules copies en un seul endroit. Alors, où sont-elles? Emma ne dit rien. Votre père est blessé, dit Blackwood d'un ton conversationnel. La balle l'a touché à l'épaule. Une vilaine blessure, elle pourrait s'infecter, pourrait le tuer même avec un traitement. À moins que je ne m'assure qu'il reçoive les meilleurs soins, à moins que je ne le garde à l'aise, en sécurité. La menace est claire. Je ne sais pas où ils sont, dit Emma. C'est la vérité. Elle a le journal de sa mère, mais le journal est toujours à la ferme, caché dans sa chambre, et elle ne l'a pas encore entièrement déchiffré. Blackwood l'étudie. Je vous crois, ce qui nous pose un problème. Voyez-vous, je ne peux pas vous laisser partir, pas en sachant ce que vous savez, pas avec les compétences de votre mère. Il marque une pause. Turner me dit que vous savez se tirer, que Ben Wallace vous a entraîné. Emma ne répond pas. À quel point êtes-vous rapide? Demande Blackwood. Aussi rapide que Catherine. Je suppose que vous allez le découvrir. Blackwood rit. Il rit vraiment. Voilà son feu, son esprit. Son expression s'adoucit, presque triste.
Je vais vous tuer, Emma Henderson, tout comme j'ai tué votre mère. Mais je veux que vous compreniez pourquoi. Il se rapproche. Emma ne recule pas. Ce n'est pas personnel, dit Blackwood. C'est nécessaire. Vous êtes l'héritage de Catherine. Tant que vous vivrez, tant que vous porterez son nom et ses compétences, vous serez une menace pour moi, pour tout ce que j'ai construit. Alors faites-le, dit Emma. Arrêtez de parler et faites-le. En temps voulu, d'abord, vous allez m'aider à trouver ces documents, d'une manière ou d'une autre. Il fait un signe de tête aux gardes. Emmenez-la dans l'aile est, enfermez-la. Pas de nourriture, pas d'eau. Nous verrons à quel point elle est têtue après quelques jours. Les gardes lui saisissent des bras, commencent à la traîner. Oh, et Emma, appelle Blackwood, votre père recevra d'excellents soins médicaux tant que vous coopérez. Dès que vous ne le ferez plus, il fait un geste de tranchage sur sa gorge. Emma est tirée de la pièce, dans les couloirs à l'étage, jusqu'à une petite chambre transformée en cellule. Des barreaux aux fenêtres, une serrure lourde sur la porte. Il la pousse à l'intérieur, verrouille la porte derrière elle. Emma se tient dans l'obscurité, respirant, réfléchissant le journal de sa mère. Toujours à la ferme, mais elle se souvient d'entrées, de morceaux. Regarde sous l'endroit où je t'ai appris à être courageuse. Le chêne, ils ont déjà trouvé cette cache, la boîte l'or, mais il y avait une autre entrée plus tard dans le journal. La vérité n'est pas toujours là où on l'attend. Parfois, il faut regarder en haut au lieu de regarder en bas. Parfois, les réponses sont sous nos yeux. Regarde en haut au lieu de regarder en bas. Emma se dirige vers la fenêtre à barreaux, regarde dehors. Elle peut voir la ferme des Henderson d'ici, à des kilomètres, mais visible au clair de lune. Le chêne, où sa mère lui a appris à tirer. Pas sous l'arbre, au-dessus, dans les branches. Emma ferme les yeux, se souvient de sa mère la hissant dans ses branches quand elle était petite. Plus haut, Emma. Les filles courageuses grimpent plus haut. Il y avait un creux dans le tronc, à 6 mètres de hauteur, caché par les feuilles. C'est là que se trouvent les vrais documents. Et les hommes de Turner qui fouillent la ferme ne penseraient jamais à regarder en haut. Emma sourit dans l'obscurité. Blackwood pense qu'il a gagné, pense qu'il la tient piégée, mais les documents sont en sécurité. Et le vieil Ben sait où ils sont maintenant. Emma lui a parlé de toutes les cachettes que sa mère utilisait, ce qui signifie que les gardiens le savent, ce qui signifie que de l'aide arrive. Emma doit juste garder son père en vie assez longtemps pour que les secours arrivent. Elle s'installe contre le mur, attend. L'aube viendra bientôt, et avec elle sa chance. La lumière du matin filtre à travers la fenêtre à barreaux. Emma n'a pas dormi. Elle ne peut pas dormir. Chaque son dans le couloir pourrait être quelqu'un qui vient pour son père. Chaque pas pourrait être le dernier avertissement avant que Blackwood ne décide qu'ils sont plus une source d'ennui qu'autre chose. La porte se déverrouille, s'ouvre. Une jeune femme entre, peut-être 20 ans. Des yeux effrayés, des vêtements de servante. Elle porte un plateau avec du pain et de l'eau. Monsieur Blackwood a dit que vous devriez manger, dit doucement la jeune fille, pour garder vos forces. Emma ne se dirige pas vers la nourriture. Comment t'appelles-tu? Sarah, la jeune fille pose le plateau. Sarah Miller. La tête d'Emma se redresse brusquement. Miller? Comme dans... Jacob et Ruth Miller étaient mes parents. La voix de Sarah est creuse. Avant l'incendie. Je suis désolé, dit Emma. Sont-ils en vie? À peine, ils travaillent dans les écuries de Blackwood maintenant. Pratiquement des esclaves, mais en vie. Les mains de Sarah tremblent. Il leur donne juste assez pour survivre. Il les garde ici. Il dit que s'ils partent, s'ils parlent, il les trouvera. Il finira ce que le feu a commencé. Sarah, je vais l'arrêter, je te le promets. Le rire de la jeune fille est amer. Tout le monde promet, votre mère a promis. Regardez où ça l'a mené. Les mots piquent, mais Emma ne peut pas argumenter. Mon père est blessé, dit Emma. Sais-tu comment il va? Sarah jette un coup d'œil à la porte, baisse la voix. Le docteur l'a soigné. Il a dit que la balle est passée à travers. Il vivra si l'infection ne s'installe pas. Un petit réconfort, mais un réconfort quand même. Sarah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. La jeune fille recule. Non, je ne peux pas. Si Blackwood découvre que je vous ai aidé,
Il ne le saura pas. J'ai juste besoin que tu fasses passer un message à Rose McCreary au saloon en ville. Peux-tu faire ça? Je ne vais pas en ville. Blackwood ne nous laisse pas sortir. Alors n'importe qui va en ville, s'il te plaît. Sarah regarde Emma un long moment. Quel est le message? Dis à Rose que l'oiseau a fait son nid en hauteur. Elle comprendra. C'est un pari, un code dont Emma n'est pas sûre qu'il fonctionnera. Mais si Rose a le journal de Catherine, si les gardiens ont surveillé la ferme, ils comprendront. Les documents sont dans l'arbre, en hauteur, là où seule une personne assez petite pour grimper pourrait les atteindre. Sarah hoche lentement la tête. Je vais essayer. Mon frère livre des marchandises en ville parfois. Je peux lui demander. Merci. Sarah part, verrouille la porte derrière elle. Emma se dirige vers la fenêtre, étudie la disposition, le terrain, les gardes qui patrouillent. Le manoir de Blackwood est une forteresse, mais chaque forteresse a des faiblesses. Elle doit juste les trouver. Les heures passent, le soleil monte, la pièce devient chaude, Emma rationne l'eau, ne touche pas au pain, elle ne peut pas lui faire confiance. Il pourrait être drogué, il pourrait être empoisonné. Blackwood la garderait en vie jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, mais il s'assurerait aussi qu'elle soit docile. L'après-midi, la porte s'ouvre à nouveau. Turner, deux gardes, tous armés. Debout, dit Turner. Monsieur Blackwood veut vous voir. Emma se lève. Ses muscles sont raides. Elle laisse rester assise trop longtemps, à trop réfléchir. Ils la descendent, non pas au bureau cette fois, mais dans une autre pièce. Thomas est là. Il est réveillé, assis sur une chaise, pâle, bandé mais conscient. « Papa !» souffle Emma. Emma, sa voix est faible. « Es-tu blessé? » « Je vais bien. » Blackwood entre par une porte latérale, vêtements frais, propres, comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. « Bonjour, dit-il agréablement. J'espère que vous avez bien dormi tous les deux. » Ni Emma ni Thomas ne répondent. « J'ai réfléchi, continue Blackwood, aux familles, à la loyauté, aux liens entre parents et enfants. » Il se dirige vers Thomas, pose une main sur son épaule. Thomas tressaille. « Votre femme a choisi la justice plutôt que la famille, Thomas. Elle a choisi sa croisade plutôt que vous et Emma. Comment ça a marché? » « Elle a fait ce qui était juste, » dit Thomas à travers ses dents serrées. « Vraiment? Parce que de mon point de vue, tout ce qu'elle a fait, c'est se faire tuer et laisser sa famille vulnérable. » La poigne de Blackwood se resserre. « Maintenant, vous êtes ici. Votre fille est ici. Et vous avez un choix à faire. » Quel choix? Le même que celui auquel Catherine a été confrontée. La justice ou la famille, les documents ou la fille. Blackwood lâche Thomas, se dirige vers Emma. « Dites-moi où se trouvent les vraies preuves et vous sortez d'ici tous les deux. » Tout de suite. Libre. Emma regarde son père, la douleur dans ses yeux, la peur. Elle pense à sa mère, au choix que Catherine a fait. Catherine a choisi la justice et cela a détruit leur famille. « Emma, » dit doucement Thomas, « ne le fais pas. Quoi que tu penses, ne le fais pas. » « Votre père est un homme sage, » dit Blackwood. « Écoutez-le. » L'esprit d'Emma s'emballe. Les documents sont dans l'arbre. Les gardiens le savent probablement maintenant. Le frère de Sarah a peut-être livré le message. Mais si elle le dit à Blackwood, il détruira les preuves. Et puis il les tuera tous les deux de toute façon, parce qu'ils en savent trop. Ils sont témoins de ses aveux. « Je ne sais pas où ils sont, » dit Emma. C'est à moitié vrai, elle le sait. Mais elle ne peut pas les atteindre d'ici. Blackwood soupire. Mauvaise réponse. Il fait un signe de tête à Turner. Turner saisit Thomas, le tire sur ses pieds. Thomas pousse un cri, le mouvement déchirant son épaule blessée. « Arrêtez !» Emma se précipite en avant. Les gardes la saisissent. « Une dernière chance, » dit Blackwood. « Où sont les documents? » La respiration d'Emma devient rapide, désespérée. Elle le voit maintenant, le piège, le choix impossible. Si elle lui dit, les preuves sont détruites. Sa mère est morte pour rien. Si elle ne lui dit pas, son père meurt et elle devient orpheline, seule. « Je vous l'ai dit, » dit Emma. Sa voix se brise. « Je ne sais pas. » L'expression de Blackwood se durcit. « Très bien. Turner, emmenez M. Henderson à la cave. Nous verrons combien de temps l'ignorance de Mademoiselle Henderson durera quand elle entendra son père crier. »« Non !» Emma se débat contre les gardes. « Attendez, je vais... » La porte s'ouvre avec fracas.
Des coups de feu éclatent dans le couloir, des cris, le bruit de verre brisé. Blackwood se retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mary Hawkins apparaît dans l'embrasure de la porte, une arme à la main. Emma, non. Derrière elle, Rose McCreary et le vieil Ben Wallace, fusil levé. Laissez-les partir, Blackwood, dit Mary. Sa voix est stable, froide. Maintenant. Turner dégaine. Le fusil de Ben claque. Turner tombe, se tenant la jambe. Le chaos éclate. Emma se libère des gardes distraits, court vers son père, l'aide à se relever. Partez, crie Rose. On vous couvre. D'autres hommes de Blackwood affluent dans la pièce. Les gardiens ripostent. Le manoir se transforme en zone de guerre. Emma porte à moitié, traîne à moitié son père vers la porte. Mary assure la couverture. Le fusil de Ben tonne régulièrement, clouant les hommes de Blackwood sur place. Ils atteignent le couloir, descendant les escaliers, sortent. Des chevaux attendant dans le jardin, des gardiens les tiennent. Emma reconnaît William Cross, le révérend Hayes et d'autres. Mettez-le sur un cheval, crie Hayes. Emma aide Thomas à monter, grimpe derrière lui pour le maintenir stable. Emma! Mary sort en courant de la maison. Nous devons partir maintenant. Derrière eux, le manoir brûle. Emma regarde fixement. Qui? Le vieil Ben a dit que si on détruit l'empire de Blackwood, autant commencer par sa maison. Rose sourit férocement. Maintenant, filez. Ils chevauchent durement, loin du manoir en feu, à travers la nuit, vers Silver Creek. Derrière eux, les flammes lèchent le ciel. Le monument de Blackwood à la richesse volée se transforme en cendres. Mais Emma sait que ce n'est pas fini. Blackwood s'est échappé. Turner s'est échappé. Ils se regrouperont, reconstruiront, reviendront plus forts. Ce n'était que la première bataille. La guerre ne fait que commencer. Les gardiens se réfugient dans l'église. Le révérend Hayes déverrouille les lourdes portes en chaîne alors que la première lumière de l'aube touche Silver Creek. Emma aide son père à entrer. Il s'affaiblit. Le trajet depuis le manoir de Blackwood a rouvert sa blessure. Le sang sointe à travers les bandages. Emmenez-le dans l'arrière-salle, ordonne Rose. Le docteur Wright devrait bientôt arriver. Mary et William Cross transportent Thomas dans une petite pièce derrière l'hôtel. Emma suit, les regards le posés sur un lit de camp. Ses yeux sont fermés, son visage pâle comme la mort. « Papa, » murmure Emma, lui prenant la main, « reste avec moi. » Ses doigts serrent par les siens, faiblement, mais ils sont là. « Toujours, » murmure-t-il, « toujours avec toi. » Le docteur Samuel Wright arrive dans l'heure, un homme bon, l'un des gardiens. Il examine Thomas, change le pansement, administre du laudanum pour la douleur. « Il vivra, » dit finalement Wright, « mais il a besoin de repos, de vrai repos. Pas de cheval, pas de combat, pendant au moins une semaine. » Emma hoche la tête, ne mentionne pas qu'ils n'ont probablement pas une semaine. Dehors, les gardiens se rassemblent dans la nef de l'église. 20 personnes, peut-être 25. Des fermiers et des commerçants, Rose du saloon, Mary, le vieil Ben, le révérend Hayes. Pas une armée, mais c'est ce qu'ils ont. Blackwood se regroupe, dit Rose. Elle a posté des guetteurs sur le toit de l'église. Ces hommes se rassemblent à ses bureaux en ville, peut-être 30 d'entre eux, armés. On a brûlé sa maison, souligne le vieil Ben. Son fusil est appuyé contre le banc à côté de lui. Il voudra se venger. Il viendra fort. Qu'il vienne, dit Mary. Sa main repose sur son pistolet. Nous sommes prêts. Le sommes-nous? William Cross regarde les habitants rassemblés. La plupart d'entre nous n'ont jamais participé à un vrai combat. Nous ne sommes pas des tireurs d'élite. Nous sommes juste... Juste quoi? Emma s'avance. Elle laisse rester silencieuse jusqu'à présent, laissant les autres planifier. Mais quelque chose dans la voix de Cross, la défaite, la peur, allume quelque chose dans sa poitrine. Nous sommes juste des gens ordinaires, termine Cross. Nous ne pouvons pas gagner contre l'armée de Blackwood. Ma mère était une personne ordinaire, dit Emma. La fille d'un commerçant du Missouri. Pas d'entraînement spécial, pas de légende derrière elle. Juste une femme qui a appris à tirer parce qu'elle le devait. Parce que des hommes comme Blackwood existent, elle regarde autour de l'église, les visages qu'elle a connus toute sa vie. Certains effrayés, certains déterminés, tous attendants. Blackwood a brûlé la ferme des Miller, continue Emma. Il a chassé de braves gens de leur terre. Il a assassiné ma mère parce qu'elle s'est opposée à lui.
La nuit dernière, il a pris mon père en otage, lui a mis un pistolet sur la tête. Sa voix se durcit. Il pense que nous allons fuir, que nous allons nous rendre. Il pense que les gens ordinaires ne peuvent pas résister à son argent, à ses armes et à son pouvoir. Elle marque une pause. Il a tort. Facile à dire, marmonne l'un des fermiers, plus difficile à faire. Alors regardez-moi faire. Emma se dirige vers l'avant de l'église, là où le vieil Ben est assis avec le ceinturon de sa mère posé sur ses genoux. Il l'a gardée en sécurité pendant le sauvetage, l'a protégée, sachant qu'Emma en aurait besoin. Elle attache le ceinturon. Le poids se pose familièrement sur ses hanches, comme un retour à la maison. Les poignées de nacre des Colts brillent à la lumière du matin qui traverse les vitraux. « Je m'appelle Emma Henderson, dit-elle. Sa voix porte à travers l'église, forte, claire. Fille de Catherine Gachette Rapide Henderson et de Thomas Henderson. Ma mère a fondé les Gardiens, a bâti ce réseau et est morte en protégeant cette ville. » Elle dégaine les deux pistolets. Le mouvement est fluide, exercé, rapide. J'ai fini de cacher qui je suis, fini de prétendre que je ne suis qu'une fille de fermier. Elle regarde chaque personne dans les yeux. Blackwood veut une guerre. Il en aura une, mais pas contre des fermiers et des commerçants. Contre l'héritage de Catherine Henderson, contre tout ce pourquoi ma mère s'est battue. Elle rengaine les armes. Quiconque veut partir, partez maintenant. Je ne jugerai pas. Ce n'est pas votre combat. Personne ne bouge. C'est devenu notre combat quand il a brûlé les Miller, dit Rose. Quand il a tué ma mère, ajoute Mary. Quand il a volé nos terres, notre dignité, notre avenir, termine le révérend Hayes. C'est le combat de tout le monde maintenant. Emma hoche la tête. Alors nous nous battons intelligemment. Nous utilisons l'Église comme une forteresse. Nous envoyons un message au Marshal territorial à Santa Fe et nous tenons jusqu'à ce que la loi arrive. Ça pourrait prendre des jours, prévient le vieil Ben. Alors nous tiendrons pendant des jours. La matinée avance. Ils fortifient l'Église, empilent les bancs contre les fenêtres, positionnent des tireurs dans le clocher. Ils envoient des cavaliers dans les villes voisines. Quiconque pourrait aider. Emma va voir son père toutes les heures. Il dort agité, fiévreux, mais vivant. À midi, les hommes de Blackwood apparaissent. Ils n'attaquent pas encore. Ils encerclent juste l'église, fusil prêt, attendant. Emma se tient dans l'embrasure de la porte, peut voir Turner de l'autre côté de la rue, sa jambe bandée là où Ben l'a touché. Il s'appuie sur une béquille, mais sa main armée est stable. Derrière Turner, Victor Blackwood, en personne, à cheval, inspectant son ennemi comme un général avant la bataille. Leurs regards se croisent à travers la rue poussiéreuse. Blackwood lève une main, crie « Mademoiselle Henderson, pourrions-nous parler en gens civilisés? Sans armes. » « Vous n'êtes pas civilisé, » répond Emma. « Vous êtes un meurtrier. » Des mots forts. Pouvez-vous les prouver? Emma sent le poids du journal de sa mère, toujours caché à la ferme. Les documents dans le chêne, les preuves. Mais pas ici. Pas maintenant. « Je n'ai rien à vous prouver, » dit Emma. « La loi le fera quand elle arrivera. » La loi, Blackwood rit. C'est un son froid. Vous croyez encore à ce conte de fées après tout ça? Je crois en la justice. Votre mère aussi, regardez où ça l'a menée. La main d'Emma se déplace vers son arme, s'arrête. Pas encore. Pas tant qu'ils ne font que parler. Simplifions les choses, continue Blackwood. Vous, moi, Turner, votre ami Ben, 4 d'entre nous. Nous réglons ça à l'ancienne. Vous gagnez, mes hommes quittent Silver Creek. Je gagne. Il sourit. Eh bien, vous ne serez plus là pour vous en soucier. Pas question, crie le vieil Ben de l'intérieur de l'église. Vous nous tuerez dans une attaque de toute façon. C'est vrai, admet Blackwood, mais j'ai pensé proposer, par courtoisie professionnelle. Il fait tourner son cheval, commence à s'éloigner, puis s'arrête, regarde en arrière. Emma Henderson, vous lui ressemblez tellement. À Catherine, le saviez-vous? Les mêmes yeux, le même menton têtu, la même croyance stupide qu'une seule personne peut changer le monde. Elle a changé le monde, dit Emma. Elle m'a changé. Elle est morte seule, empoisonnée, me suppliant d'avoir pitié. La voix de Blackwood porte à travers la rue, assez fort pour que tout le monde entende. Turner,
Voilà ce qu'ont été les derniers moments de votre mère héroïque. Pleurer, supplier, promettre n'importe quoi si je la laissais vivre. La rage submerge Emma, chaude, aveuglante. Vous mentez, dit-elle. Est-ce que je mens? Demandez-vous si Catherine Henderson était si courageuse, si intrépide. Pourquoi ne s'est-elle pas défendue quand je suis venu la chercher? Pourquoi n'a-t-elle pas dégainé ses fameuses armes? Il sait. Il l'appâte, essaie de la pousser à faire quelque chose de stupide. Emma se force à respirer, à réfléchir. Parce que vous l'avez empoisonnée d'abord, dit Emma, pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Le sourire de Blackwood vacille juste une seconde. Croyez ce que vous voulez, dit-il. Mais voici la vérité, Emma Henderson. Votre mère n'était qu'une femme rapide avec une arme, oui, mais mortelle, fragile. Et à la fin, elle a craqué. Il s'éloigne à cheval. Ses hommes restent, encerclant l'église. Emma recule à l'intérieur, ferme la porte. Ses mains tremblent. De rage, de chagrin, du besoin de dégainer et de tirer et de continuer à tirer jusqu'à ce que Blackwood tombe. Il essaie de vous manipuler, dit doucement Mary. Ne le laissez pas faire. Je sais, Emma s'appuie contre la porte. Je sais, mais les mots résonnent. Elle est morte en suppliant. Était-ce vrai? Sa mère, la légendaire gâchette rapide, est-elle morte de peur? Ou est-ce que Blackwood ment pour la blesser? Emma ne sait pas, et ne pas savoir est pire que n'importe quelle vérité pourrait l'être. Les heures passent, le soleil monte, la chaleur s'intensifie, rien ne se passe. Juste l'attente, la tension qui se resserre. Puis, alors que l'après-midi vire au soir, un mouvement. Un des hommes de Blackwood s'approche de l'église, les mains levées, un tissu blanc attaché à un bâton. « Ne tirez pas !» crie-t-il. « Je livre juste un message. » Emma ouvre la porte. « Dites-le de là. » L'homme s'arrête à 6 mètres. Il est jeune, peut-être 25 ans, effrayé. Monsieur Blackwood dit qu'il est prêt à négocier. Il dit que si vous envoyez Emma Henderson seule, il laissera tout le monde partir libre. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour décider. Et si nous refusons? Alors il brûle l'église avec tout le monde à l'intérieur. L'homme bat en retraite, vite, comme s'il avait peur qu'on lui tire dessus quand même. Emma ferme la porte, se tourne pour faire face au gardien. Non, dit immédiatement Rose, vous n'irez pas là-bas. Il vous tuera dès que vous mettrez un pied dehors, ajoute Mary. Probablement, acquiesce Emma, mais si je n'y vais pas, il brûle l'église. Des gens meurent, mon père meurt. Il doit y avoir un autre moyen, dit le révérend Hayes. Il n'y en a pas. Emma vérifie ses armes, toutes deux chargées, toutes deux prêtes. Mais je n'y vais pas sans armes, et je n'y vais plus seul. Qu'est-ce que tu prépares? Demande le vieil Ben. Emma le regarde, ainsi que Mary et Rose. Vous avez dit que ma mère préparait quelque chose, des preuves, un réseau, des plans. Elle marque une pause. Où sont les documents? Les vrais? Rose et Ben échangent un regard. Dans le chêne, dit finalement Ben, à 6 mètres de hauteur dans un creux du tronc. Tu le savais? Catherine me l'a dit avant de mourir, juste au cas où. Ben se lève. Mais même si on les récupère, à quoi ça sert? Blackwood ne va pas se rendre juste parce qu'on a des preuves. Non, dit Emma, mais Sullivan pourrait nous aider si on peut prouver que Blackwood a tué ma mère. Pourquoi Sullivan s'en soucierait-il? Demande Mary. Emma repense au manoir, au regard conflictuel de Sullivan, à ses avertissements. Parce qu'il a une dette, dit Emma, et je crois savoir pourquoi. Elle se dirige vers la fenêtre, peut voir Sullivan debout avec les hommes de Blackwood, à l'écart d'eux, toujours à l'écart. Quelqu'un doit récupérer ces documents, dit Emma. Ce soir, avant que Blackwood ne réalise où ils sont. J'irai, se porte volontaire Mary. Je connais la ferme, je peux grimper. Trop dangereux, objecte Rose. Tout est dangereux maintenant. La mâchoire de Mary se serre. Mais nous ne pouvons pas se gagner sans preuve, alors j'y vais. Ils planifient tout au long de la soirée, attendent la nuit noire, la couverture de l'obscurité. Mary se glisse par une fenêtre arrière dans les ombres, se déplaçant comme un fantôme vers la ferme des Henderson. Emma observe depuis le clocher, voit Mary disparaître dans l'obscurité, prie pour qu'elle y arrive, prie pour qu'ils s'en sortent tous cette nuit. En bas, les hommes de Blackwood allument des feux, se préparant à l'assaut, à l'incendie. L'église retient son souffle et attend. Minuit arrive avec une odeur de fumée. Pas l'église. Pas encore.
Mais ses proches, les hommes de Blackwood brûlent des meules de foin, des barils, tout ce qu'ils peuvent trouver, créant de la lumière, éliminant les ombres, rendant plus difficile le retour de Mary sans être vue. Emma fait les 100 pas dans le clocher, observant, attendant. Le vieil Ben la rejoint, son fusil à la main. Elle y arrivera, dit-il. Mary est intelligente, rapide. Je n'aurais pas dû la laisser partir. Tu ne l'as laissé rien faire, elle a choisi. Ben s'appuie contre le mur. Tout comme ta mère a choisi, tout comme tu choisis maintenant. Emma le regarde. Le regrettes-tu de m'avoir entraîné, de m'avoir transformé en ça? En quoi? En quelqu'un qui peut se protéger? En quelqu'un qui peut résister au mal? Ben secoue la tête. Catherine m'a demandé de te préparer, non pas parce qu'elle voulait que tu te battes, mais parce qu'elle savait que le combat viendrait, que tu le veuilles ou non. Il reste silencieux un moment. Puis, elle savait que Blackwood ne laisserait jamais tomber, savait qu'il viendrait pour toi un jour, et elle voulait que tu sois prête. Savait-elle qu'il la tuerait? Elle le soupçonnait vers la fin. La voix de Ben est lourde. La dernière fois que je l'ai vue, une semaine avant sa mort, elle m'a donné la deuxième paire d'armes, m'a dit où elle avait caché les documents, a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais t'entraîner, te rendre plus rapide qu'elle ne l'avait jamais été, plus intelligente qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était mourante et elle planifiait encore, dit Emma. Elle pensait encore à la mission. Non, elle pensait à toi, à te garder en sécurité de la seule manière qu'elle connaissait. Ben la regarde dans les yeux. Ta mère n'a pas choisi la justice plutôt que la famille, Emma. Elle a choisi de protéger sa famille de la seule manière possible, en arrêtant Blackwood avant qu'il ne vienne pour toi. La gorge d'Emma se serre. Elle a échoué. Vraiment, tu es en vie, tu es entraînée, tu es prête. Ben désigne l'église en bas, les gardiens qui montent la garde. Et tu n'es pas seul, elle a construit ça aussi, un réseau, des gens qui se battraient les uns pour les autres, qui se protégeraient les uns les autres quand la loi ne le ferait pas. Un son, un mouvement dans l'obscurité en bas. Emma se tend, la main se déplaçant vers son arme. Une silhouette apparaît, courant, trébuchant. Mary. Elle serre quelque chose contre sa poitrine, un paquet enveloppé dans une toile cirée. Les documents. Couvrez-la! Crie Emma. Le fusil du vieil Ben claque une fois, deux fois. Les hommes de Blackwood plongent pour se mettre à l'abri. Mary atteint l'église, frappe à la porte. Rose l'ouvre, la tire à l'intérieur. Emma descend du clocher, vite. Mary est penchée, haletante, couverte de terre, des égratignures sur le visage et les mains à cause de l'escalade. Mais elle sourit, triomphante. Je les ai, allait-elle, tendant le paquet à Emma. Emma déballe la toile cirée. À l'intérieur, un portefeuille en cuir rempli de papier. Elle l'ouvre avec précaution. L'écriture de sa mère. Des dates, des noms, des détails. Des registres montrant des pots de vin versés à des juges. Des lettres prouvant le vol de terre. Des témoignages sur des meurtres. 20 ans de preuves, méticuleusement documentées. Et au-dessus, une seule feuille, récente, la dernière entrée de sa mère. Si vous lisez ceci, je suis morte. Victor Blackwood m'a tué. Pas avec une arme. Il est trop intelligent pour ça. Du poison, probablement. Quelque chose qui semble naturel. Quelque chose qui ne peut pas être tracé. J'ai fait des copies de tout. Je les ai cachées à 3 endroits. Le creux de l'arbre, le clocher de l'église et une série avec Robert Sullivan. Emma s'arrête, relit cette ligne. Robert Sullivan a la 3e série. Il ne le sait pas encore. Ils sont cousus dans la doublure de sa sacoche. Je les y ai mis avant qu'il ne quitte Tombstone, avant que je ne sache qu'il travaillait pour Blackwood, avant que je ne sache ce qu'il était devenu. Si Sullivan les trouve, il comprendra. Il se souviendra de ce dont je l'ai sauvé. Et peut-être, juste peut-être, il fera ce qu'il faut. Emma lève les yeux vers le vieil Ben, vers Rose. Saviez-vous ça? Il secoue la tête. Catherine gardait certaines choses pour elle, dit Rose. Elle ne disait pas tout à tout le monde, au cas où nous serions capturés, torturés. Emma regarde à nouveau le document, continue de lire. Robert Sullivan était l'un des 4 hommes que j'ai abattus à Tombstone, le plus jeune, à peine 20 ans. Il dégainait sur un commerçant non armé,
parce que son patron le lui avait dit. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, le doute. J'aurais pu le tuer, j'aurais dû peut-être, mais j'ai tiré sur son arme à la place, lui épargnant la vie. Il m'a regardé après, comme si j'étais un ange ou un démon. Il ne pouvait pas décider lequel. Je lui ai dit, tu as une chance, utilise-la pour être meilleur que ça. Je ne sais pas s'il a saisi cette chance, je ne sais pas quel genre d'homme il est devenu. Mais si tu lis ceci, Emma, et que tu as besoin d'aide, trouve Sullivan. Montre-lui ses documents. Rappelle-lui Tombstone. Il me doit une vie. Peut-être qu'il paiera cette dette. L'esprit d'Emma s'emballe. Sullivan, l'ombre. Travaillant pour Blackwood, mais toujours à part, toujours observant avec ses yeux conflictuels. Il était là à Tombstone, l'un des 4 hommes. Sa mère lui a sauvé la vie et il transporte les preuves dans sa sacoche depuis des années, sans le savoir. Je dois lui parler, dit Emma. Es-tu folle? Mary lui attrape le bras. Il travaille pour Blackwood. Il te tuera. Peut-être. Ou peut-être qu'il se souviendra qu'il a une dette envers ma mère. C'est trop dangereux. Tout est dangereux. Emma attache son ceinturon, vérifie les 2 Colts. Mais nous avons besoin d'alliés, et si Sullivan a des preuves sans le savoir, si nous pouvons le retourner, ça change tout. Le vieil Ben termine. Il hoche lentement la tête. Je te couvrirai, mais Emma, s'il dégaine sur toi, je serai plus rapide. Elle le dit avec une confiance qu'elle ne ressent pas entièrement. Mais la vitesse n'importera pas si Sullivan a déjà décidé de la tuer. Elle se dirige vers la porte. Le révérend Hayes lui barre le chemin. C'est insensé, dit-il. Téméraire. Probablement, mais ma mère n'a pas bâti ce réseau en jouant la sécurité. Emma le regarde dans les yeux. Faites-moi confiance. Ou au moins, faites confiance au fait que je suis la fille de Catherine Henderson. Hayes s'écarte. Emma ouvre la porte, sort dans la lumière du feu. Les hommes de Blackwood la voient immédiatement. Des cris, des mouvements, des fusils qui se lèvent. « Haltez !» La voix de Blackwood coupe le chaos. Il se tient près d'un des feux. Personne ne tire, pas encore. Il marche vers Emma, s'arrête à 3 mètres. « Vous venez vous rendre ?» demande-t-il. « Je viens parler. » Emma garde ses mains loin de ses armes, visibles, non menaçantes. À l'un de vos hommes, Robert Sullivan, seul. Les yeux de Blackwood se plissent. Pourquoi Sullivan? C'est entre lui et moi. Silence, Blackwood l'étudie, calcule. Sullivan, appelle-t-il, venez ici. L'ombre émerge de l'obscurité, son visage est lisible. La fille veut vous parler, dit Blackwood, en privé. Une idée de pourquoi? Sullivan regarde Emma. Quelque chose vacille dans son expression, rapidement caché. Non, monsieur, dit-il. Eh bien, sourit Blackwood, je suis un homme généreux. Vous pouvez avoir votre conversation, mais faites vite. Et Sullivan, si elle essaie quoi que ce soit, tuez-la. Oui, monsieur. Sullivan et Emma s'éloignent des feux, dans l'ombre entre les bâtiments, hors de portée de voix. Ils se tiennent face à face dans l'obscurité. Tombstone, dit Emma, 1869, 4 hommes dégainant sur un commerçant. Sullivan s'immobilise. Ma mère en a abattu 3. Le 4e, le plus jeune, elle l'a laissé vivre. Elle a tiré sur son arme au lieu de lui mettre une balle dans le cœur. La main de Sullivan se déplace vers sa main droite, inconsciemment. Emma le voit maintenant, une cicatrice sur sa paume, vieille, estompée. La marque d'une balle qui a effleuré la chair au lieu de tuer. C'était vous, continue Emma. Vous étiez le 4e homme. Comment avez-vous... Sullivan s'arrête, ferme les yeux. Catherine vous l'a dit. Elle m'a laissé une lettre. Elle a dit que vous lui deviez une vie. Elle a dit que si j'avais besoin d'aide, je devais vous trouver. Emma fait un pas de plus. Saviez-vous qu'elle était morte? Je le savais. J'en ai entendu parler quelques mois après. La fièvre, ont-ils dit. Sa mâchoire se crispe. Je savais que ce n'était pas la fièvre. Je savais que Blackwood mentait, mais je n'avais pas de preuves. Et j'avais déjà vendu mon âme à ce moment-là. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Vous pouvez revenir en arrière maintenant. Comment? Emma plonge la main dans son manteau lentement, prudemment, en sort un papier plié, l'un des documents du portefeuille de sa mère. Ma mère a caché des preuves dans votre sacoche il y a des années, avant que vous ne quittiez Tombstone, avant que vous ne veniez ici. Sullivan fixe le papier. Quoi?
Vérifiez votre selle, la doublure. Il y a une fente. Elle a cousu des documents à l'intérieur, la preuve de tout ce que Blackwood a fait, y compris le meurtre de ma mère. La main de Sullivan tremble alors qu'il prend le papier, le déplie. Même dans la pénombre, Emma peut voir son visage changer pendant qu'il lit. Choc, horreur, rage. Elle savait, murmure-t-il. Catherine savait ce que Blackwood deviendrait, ce qu'il préparait. Et elle, il lève les yeux vers Emma. Elle m'a fait confiance pour trouver ça un jour, pour faire ce qu'il fallait. Le ferez-vous? Sullivan reste silencieux un long moment, puis il plie le papier, le met dans son manteau. Votre mère m'a sauvé la vie, dit-il, a changé ma vie. Après Tombstone, j'ai essayé d'être meilleur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle pensait que je pouvais être. Sa voix se durcit. Puis je me suis retrouvé sans argent, désespéré. Blackwood m'a offert du travail. Je me suis dit que c'était juste un travail, juste temporaire. Il regarde en arrière vers les feux, vers Blackwood. Mais il n'y a pas de temporaire avec des hommes comme lui. Vous prenez son argent, vous vendez votre âme, et très vite vous ne vous souvenez plus de qui vous étiez avant. Vous pouvez vous en souvenir maintenant, dit Emma. Vous pouvez m'aider à l'arrêter. Il me tuera. Il vous tuera de toute façon, et je jure, une fois que vous ne serez plus utile. Emma marque une pause, mais si vous m'aidez, si vous témoignez contre lui avec des preuves, vous récupérez votre âme. Vous redevenez l'homme que ma mère pensait que vous pouviez être. Sullivan ferme les yeux. Emma peut voir la guerre qui se déroule sur son visage. Peur, culpabilité, espoir, désespoir. Finalement, il ouvre les yeux. « De quoi avez-vous besoin? » demande-t-il. La trahison de Sullivan change tout. Il retourne au camp de Blackwood, agite normalement, attend. Emma retourne à l'église, dit au gardien ce qu'elle a appris, ce qui va arriver. « Nous tenons jusqu'à l'aube, dit-elle. Ensuite, Sullivan créera une diversion, poussera les hommes de Blackwood à diviser leurs forces. Nous utiliserons cette ouverture pour faire sortir les blessés, les mettre en sécurité. Et ensuite, demande William Cross, nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Nous ne nous cachons pas. Nous passons à l'offensive. Nous portons le combat à Blackwood. Nous mettons fin à tout ça. Le vieil Ben charge son fusil. Il était temps, bon sang. Il se prépare toute la nuit, vérifie les armes, soigne les blessures, font la paix avec ce qui s'annonce. Emma s'assoit avec son père dans l'arrière-salle. Il est réveillé, la fièvre est tombée, il est encore faible, mais conscient. « Emma, dit-il, lui prenant la main, je dois te dire quelque chose sur ta mère. Papa, tu dois te reposer. Non, écoute, sa poigne se resserre. Catherine n'a pas seulement choisi la justice plutôt que nous. Elle a choisi de se battre parce qu'elle nous aimait, parce qu'elle savait que Blackwood n'arrêterait jamais, qu'il finirait par venir pour toi. Il tousse. Emma l'aide à boire de l'eau. Elle me l'a dit la nuit avant de mourir, continue Thomas. Elle a dit que Blackwood avait compris ce qu'elle faisait, qu'il l'avait menacé, qu'il t'avait menacé. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle est allée l'affronter seule pour te protéger, pour en finir avant qu'il ne puisse te faire de mal. Et il l'a tué, dit Emma. Et il l'a tué, acquiesce Thomas. Mais pas avant qu'elle n'ait caché les preuves, mis tout ça en mouvement, bâti le réseau qui nous protège maintenant. Il regarde sa fille. Elle ne nous a pas abandonnés, Emma. Elle s'est sacrifiée pour nous. La gorge d'Emma est serrée. Je sais, papa. Vraiment? Parce que je vois le même regard dans tes yeux, la même détermination à te sacrifier. Sa poigne devient douloureuse. Ne le fais pas. Promets-le-moi. Ne meurs pas pour ça. Ne meurs pas pour la justice, l'honneur ou la vengeance. Papa, vise Emma, gagne et vis. C'est ce que ta mère voudrait. Pas une autre héroïne morte, juste sa fille, vivante, en sécurité, heureuse. Emma ne peut pas promettre ça. Elle ne peut pas lui mentir, alors elle serre simplement sa main et ne dit rien. L'aube arrive, froide et grise. Les feux de la nuit dernière se sont réduits à des braises. Les hommes de Blackwood sont fatigués, bâillent, attendent les ordres. Puis le chaos. Une explosion à l'autre bout de la ville. Un des chariots de ravitaillement de Blackwood s'enflamme. Les hommes crient, courent vers l'explosion. Sullivan crée la diversion. « Maintenant !» crie Emma. « Bougez !» Les gardiens sortent en masse de l'église.
La moitié se dirige vers l'explosion pour aider Sullivan. L'autre moitié escorte les blessés, y compris Thomas, vers la sortie de la ville, vers la sécurité. Emma, Mary, Rose et le vieil Ben restent derrière, avec une douzaine d'autres qui peuvent se battre. Ils ne fuient plus. Ils prennent une position. Blackwood voit ce qui se passe, réalise le piège, crie des ordres à ses hommes, mais il est trop tard. Ils sont divisés, confus, la moitié combattant l'incendie, l'autre moitié essayant de se regrouper. Turner boite vers l'église, arme au poing, la rage sur son visage. « Tu te crois maligne » crie-t-il. « Tu crois que tu as gagné ?» Emma s'avance dans la rue, seule, le ceinturon attaché, les poignets de nacre brillant dans la lumière de l'aube. « Je pense que c'est fini, dit-elle, d'une manière ou d'une autre. » Turner lève son arme. « Ta mère était rapide. Voyons si tu es plus rapide. » Le temps ralentit. Emma voit tout. Le doigt de Turner sur la gâchette, la légère tension de son épaule, l'instant avant qu'il ne tire. Elle dégaine, fluide, rapide. Le colt de sa mère aboie une fois. L'arme de Turner vole de sa main. Il pousse un cri, se serre le poignet. Le deuxième tir d'Emma atteint sa jambe valide. Il tombe, hurlant, pas mort, mais hors de combat. Emma marche vers lui, se tient au-dessus de lui. « Ma mère t'aurait laissé vivre, dit-elle. T'aurait donné une chance d'être meilleure. » Elle lève son arme, la pointe sur sa tête. C'est le moment. Tuer ou épargner, justice ou pitié. Turner la regarde, la terreur dans les yeux. La main d'Emma tremble. Elle peut entendre la voix du vieil Ben dans sa tête. Ce n'est pas l'arme qui te rend dangereuse. C'est de savoir quand la dégainer et quand ne pas le faire. Elle abaisse l'arme, la rengaine. « Sors de Silver Creek, dit-elle. Ne reviens pas. La prochaine fois, je n'hésiterai pas. » Turner recule en rampant, fuyant, brisé. Emma se retourne vers l'église et voit Blackwood à cheval, arme au poing, visant son dos. « Emma! » cria Mary. « Emma, que Emma se retourne, dégaine 2 tirs presque simultanés. La balle de Blackwood déchire le manteau d'Emma, manque la chair de quelques centimètres. La balle d'Emma atteint l'épaule de Blackwood. Il sursaute, tombe de son cheval. Des hommes se précipitent. Gardiens et loyalistes restants de Blackwood, une mêlée éclate. Poing, arme, chaos. Emma court là où Blackwood est tombé. Il se serre l'épaule, le sang suintant entre ses doigts. Elle se tient au-dessus de lui, l'arme pointée sur sa poitrine. « C'est fini, dit-elle. » Blackwood rit. C'est un son humide, douloureux. « Tu penses que me tuer met fin à tout ça? Quelqu'un d'autre prendra ma place. Quelqu'un de pire. Le mal ne meurt pas, ma fille. Il change juste de visage. Peut-être, mais tu ne seras pas là pour le voir. » Elle arme le chien. « Attends. » Blackwood la regarde, et pour la première fois, elle voit autre chose que de l'arrogance. Elle voit de la peur, et en dessous, du regret. Tu lui ressembles tellement, à Catherine, c'est troublant. Arrête de parler de ma mère. Je l'aimais. Sa voix se brise. Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai, je l'aimais plus que tout, plus que cet empire, plus que ma propre vie. Alors pourquoi l'as-tu tuée? Parce qu'elle ne voulait pas m'aimer en retour. Le sang-froid de Blackwood se brise complètement. Parce qu'elle a choisi un fermier miteux plutôt que moi. Parce que peu importe ce que je construisais, peu importe ce que j'offrais, elle me regardait comme si je n'étais rien, comme si j'étais sans valeur. Des larmes coulent sur son visage, se mélangeant au sang et à la saleté. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai essayé de lui montrer ce que nous pouvions construire ensemble. Mais elle a continué à refuser, à rassembler des preuves, à menacer de détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il tousse, crache du sang. Cette dernière nuit, je suis allé la voir. Je l'ai suppliée une dernière fois. Je lui ai tout offert. Et elle a ri. Elle a dit que je ne comprenais rien à l'amour, à l'honneur. Sa main tremble. Le poisson était dans son thé. Je n'ai même pas décidé de le faire avant qu'elle ne rie, avant qu'elle ne me fasse me sentir petit, stupide et sans valeur. Alors vous l'avez assassiné? Je l'aimais. Les yeux de Blackwood sont désespérés, suppliants. Je l'ai tué parce que je l'aimais. Parce que si je ne pouvais pas l'avoir, personne ne le pouvait. Parce que l'idée qu'elle vive, qu'elle aime ce fermier, qu'elle t'élève, c'était insupportable. Emma regarde cet homme brisé, ce monstre qui a régné par la peur, l'argent et la violence.
et tout ce qu'elle ressent, c'est de la pitié. Vous ne l'aimiez pas, dit doucement Emma. Vous ne savez même pas ce que signifie l'amour. Elle rengaine son âme. Vous ne valez pas la balle. Derrière eux, le combat s'apaise. Le shérif Hawkins est arrivé avec des adjoints. Des marshals fédéraux, enfin entrent en ville. Sullivan se tient avec eux, tenant les documents de sa mère, prêt à témoigner. C'est fini. Emma se détourne de Blackwood, marche vers ses amis, sa famille. Mary accourt, la serre férocement dans ses bras. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Nous l'avons fait, corrige Emma. Le vieil Ben est blessé, touché au flanc, mais il sourit à travers la douleur. Ta mère serait fière, ma fille, sacrément fière. Rose organise les habitants, amène les blessés chez le docteur Wright, éteint les incendies. Le révérend Hayes prie sur les corps. 3 gardiens morts, 5 des hommes de Blackwood. Trop, mais moins que ça n'aurait pu l'être. Emma retrouve son père. Il est assis contre un mur, pâle mais vivant, la regardant avec des larmes dans les yeux. « Papa, dit-elle, s'agenouille à côté de lui. Il la serre dans ses bras, fort, désespérément. « Tu es en vie, murmure-t-il. Dieu merci, tu es en vie. » Ils se tiennent l'un contre l'autre alors que le soleil se lève sur Silver Creek. Un nouveau jour, un nouveau départ. Mais Emma sait que ce n'est que le début. L'empire de Blackwood s'effondre. Mais il y en aura d'autres comme lui. D'autres tyrans, d'autres combats. Le travail des gardiens n'est pas terminé. Le travail de sa mère n'est pas terminé. Et celui d'Emma non plus. 3 jours après le siège, Victor Blackwood est jugé à Silver Creek. Pas un procès formel. Le juge territorial, un que Blackwood ne possédait pas, arrive de Santa Fe avec des marshals fédéraux. Ils se réunissent dans l'église. La même église que Blackwood a essayé de brûler. Emma observe depuis le premier banc. Son père est assis à côté d'elle, le bras en écharpe, mais en voie de guérison. Mary de l'autre côté, le vieil Ben derrière eux, bandé mais vivant. Les preuves parlent d'elles-mêmes, les documents de Catherine, le témoignage de Sullivan, témoin après témoin se présentant, n'ayant plus peur. La famille Miller, les commerçants que Blackwood a extorqués, les familles dont il a volé les terres, 20 ans de crime, tous documentés, tous prouvés. Blackwood est assis, enchaîné. Ses vêtements coûteux sont déchirés et sales. Son arrogance a disparu. Il a l'air vieux maintenant. Brisé. Quand le juge lui demande s'il a quelque chose à dire, Blackwood regarde directement Emma. « Je l'aimais, dit-elle. Sa voix est creuse. C'est tout ce que je voulais que vous sachiez. J'aimais Catherine Henderson. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis devenu, c'était à cause de cet amour. » Ce n'était pas de l'amour, dit doucement Emma, c'était de l'obsession, de la possession. L'amour ne détruit pas, n'assassine pas, ne brûle pas, ne vole pas et ne brise pas. Blackwood ferme les yeux, ne dit plus rien. Le juge prononce la sentence. Pendaison. À exécuter à Santa Fe dans le mois. Alors que les marshals l'emmènent, Blackwood s'arrête à la porte. Regarde une dernière fois Emma. Vous lui ressemblez tellement, murmure-t-il. C'est presque comme si elle n'était jamais morte. Puis il est parti. Emma ne le regarde pas partir. Elle n'en a pas besoin. Ce chapitre est clos. Dehors, Silver Creek se reconstruit. Les bâtiments brûlés sont en cours de réparation. Les familles retournent dans leurs fermes. La peur qui pesait sur la ville depuis 15 ans se dissipe enfin. Mais le coût a été élevé. 3 gardiens morts. Le vieil Ben ne se remettra jamais complètement de ses blessures. Le révérend Hayes a perdu un bras. Des familles brisées. Des vies changées à jamais. Emma se tient dans le cimetière le 4e jour. 3 tombes fraîches à côté de celle de sa mère. William Cross, le frère de Sarah Miller. Un jeune fermier nommé Jacob Stone. Aucun lien avec les Caleb et Daniel qui chevauchaient avec Turner. Des héros. Tous. Des gens qui se sont levés quand ils auraient pu fuir. La ville se rassemble pour les funérailles. Le révérend Hayes, sa manche vide épinglée à son manteau, dirige le service avec sa main restante. Emma prend la parole. Sa voix est stable, mais douce. Ma mère croyait que des gens de bien, unis, pouvaient changer le monde. Ces 3-là lui ont donné raison. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que Silver Creek soit libre, pour que leurs enfants puissent grandir sans peur. Elle dépose des fleurs sur chaque tombe, puis sur celle de sa mère. « Maman, murmure-t-elle, j'ai terminé.
ton combat, ta mission. J'espère que tu es fier. Le vent agite l'herbe. Quelque part, une alouette chante. Emma aime à penser que c'est la façon de sa mère de dire oui. Une semaine plus tard, le shérif Hawkins offre son insigne à Emma. Ils sont dans son bureau. Le soleil du matin entre à flot par la fenêtre. La ville est calme, paisible. Tu l'as mérité, dit Hawkins. Tu as sauvé Silver Creek. Les gens te font confiance. Te respectent. Emma regarde l'insigne. En argent. Usé. Honnête. Elle pense à sa mère. Au combat de Catherine contre la corruption. Contre un système qui a échoué. Non, dit finalement Emma. Hawkins cligne des yeux. Non, je ne peux pas faire partie du système qui a laissé Blackwood opérer pendant 20 ans. Qui a fermé les yeux pendant qu'il volait et assassinait? Emma le regarde dans les yeux. J'apprécie l'offre, mais je dois faire quelque chose de différent. Elle se dirige vers la fenêtre. Regarde Silver Creek, la ferme des Henderson au loin. Ma mère a fondé les gardiens parce que la loi a échoué, parce que les gens de bien avaient besoin d'une autre option. Je vais continuer ce travail, le rendre plus grand, meilleur. Elle se retourne vers Hawkins. Nous ouvrons une école d'entraînement à la ferme pour apprendre aux gens à se protéger, à se lever quand la loi ne peut pas ou ne veut pas. C'est dangereux, prévient Hawkins. Ne rien faire l'est aussi. Mary entre dans le bureau. Elle porte maintenant un insigne d'adjointe, gagné par son courage pendant le siège. Les premiers élèves arrivent, dit-elle. Des personnes des villes voisines, toutes prêtes à apprendre. Emma hoche la tête. Alors ne les faisons pas attendre. Dehors, un chariot est garé à la ferme. Le vieil Ben est assis sur le porche, fusil sur les genoux, toujours en train d'enseigner, toujours en train de garder. 10 élèves, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous avec le même regard dans les yeux. Détermination, espoir, Emma attache le ceinturon de sa mère. Les poignées de nacre captent la lumière. Elle s'adresse aux élèves. Ma mère, Catherine Henderson, croyait que la justice appartient à tout le monde. Pas seulement aux hommes de loi, pas seulement aux puissants, à tout le monde. Elle dégaine l'un des Colts, fluide, rapide. Il ne s'agit pas de devenir un tireur d'élite. Il s'agit de savoir que vous avez des options, de savoir que vous pouvez vous défendre, de savoir que vous n'êtes pas impuissant ni en une permission. Elle rengaine l'arme. Bienvenue à l'école de défense Henderson. Commençons. L'entraînement commence. Le vieil Ben enseigne la tactique. Mary enseigne la vivacité d'esprit sous pression. Emma enseigne le dégainer, la visée, la responsabilité, mais aussi la philosophie de sa mère. Ce n'est pas l'arme qui vous rend dangereux, c'est de savoir quand la dégainer et quand ne pas le faire. Les semaines passent, puis les mois. L'école grandit. Le mot se répand. Plus d'élèves arrivent. Certains restent des semaines, d'autres des mois. Tous repartent différents de leur arrivée. Plus forts, plus confiants, prêts. Et les gardiens s'étendent. Pas seulement à Silver Creek maintenant. Des sections se forment dans d'autres villes, d'autres territoires. Un réseau de gens ordinaires qui refusent d'être des victimes. Le rêve de Catherine grandit, se propage. Un soir, Emma est assise sous le vieux chêne. Le soleil se couche sur les collines de l'Arizona, peignant le ciel d'or et de cramoisi. Son père la rejoint, son épaule guérie maintenant, son chagrin finalement adouci par le temps. Elle serait fière de toi, dit Thomas. Ta mère, de ce que tu as construit. Nous l'avons construit ensemble. Toi, moi, les gardiens. Maman nous a juste montré le chemin. Il s'assoit dans un silence confortable, regardant le jour s'estomper. Et maintenant, demande Thomas, après tout ça, que veux-tu? Emma réfléchit. Je veux continuer à me battre, à enseigner, à m'assurer que personne n'ait à affronter des tyrans seuls. Elle marque une pause. Mais je veux aussi vivre, papa. Vraiment vivre. Pas seulement survivre, pas seulement me battre, mais rire, aimer, avoir une vie normale parfois. Tu peux avoir les deux, dit Thomas. Ta mère l'a fait. Elle était une combattante, une épouse et une mère. Elle était féroce et douce, forte et vulnérable. Il sourit. Tu n'as pas à choisir. Tu peux être tout ça. Emma s'appuie contre l'épaule de son père. Je vais essayer. Les étoiles apparaissent une par une,
remplissant le vaste ciel de l'Ouest. Emma pense à sa mère, à l'héritage qu'elle lui a laissé, pas seulement des armes, des documents et des réseaux, mais quelque chose de plus profond. La conviction que le courage d'une personne peut allumer 1000 feux, que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, que la justice, la vraie justice, appartienne à tous ceux qui sont prêts à la défendre. Emma se lève, touche le chêne, l'endroit où sa mère lui a appris à être courageuse. « Merci, maman », murmure-t-elle, « pour tout. » Le vent agite les feuilles, l'alouette chante son chant du soir, et Emma Henderson, fille de Catherine, élève du vieil Ben, chef des gardiens, retourne à la ferme. Demain, d'autres élèves arriveront, plus de gens à former, plus de combats à préparer. Mais ce soir, elle dînera avec son père, racontera des histoires avec des amis, dormira dans son propre lit. Ce soir, elle sera juste Emma, et c'est suffisant. La légende de Gâchette rapide Henderson n'est pas morte avec Catherine. Elle perdure. Dans sa fille, dans les gardiens, en chaque personne qui apprend à se lever quand elle pourrait fuir. Le combat ne se termine jamais, mais l'espoir non plus.